Tout commence dans une salle d'accouchement VIP où une femme, feuilletant un magazine, est sur le point de donner naissance. Mais sa patience s'épuise et elle hurle aux infirmières de sortir ce gamin de là, tout en continuant à lire son magazine. Soudain, un cri de bébé résonne dans l'endroit, et un membre du personnel se précipite pour féliciter le grand-père. Ensuite, tout le monde commence à féliciter Mademoiselle Liu, qui remercie ses invités pour leur gentillesse. Il demande ensuite à une servante où est Shikuon, et elle répond que le jeune maître avait des affaires à régler sur terre. Le grand-père du garçon est furieux de l'absence de son propre fils, le traitant de bon à rien. À ce moment-là, un étrange cri provenant de l'intérieur de la salle d'accouchement retentit, surprenant tout le monde à l'extérieur. Inquiète de la situation, la misérable Lou se lève et demande ce qui se passe à l'intérieur. Pendant ce temps, dans la pièce, la mère est choquée par la lumière vive qui brille juste devant elle. En entrant dans la pièce, le grand-père et ses hommes sont complètement figés sur place. La lumière venait du nouveau-né, qui était couvert d'éclairs jaunes, et semblait s'amuser beaucoup avec tout ça. Le bébé pense que personne n'aurait jamais deviné qu'un roturier se réincarnerait dans cette famille et éveillerait même un sens divin. Un écran système apparaît, l'informant que le sens divin de type éclair a été activé avec une puissance de niveau C. Le grand-père est stupéfait parce que son petit-fils vient de naître avec un pouvoir qu'il n'a jamais pu atteindre lui-même. Laissant tomber sa canne, le grand-père crie au sujet du sens divin inné et inégalé que possède son petit-fils. Le grand-père prend son petit-fils et célèbre, déclarant que le clan Liu a finalement produit un génie unique en son genre. Cependant, le bébé pense qu'il va utiliser cette chance pour tout prendre au clan et s'assurer que son père ne se réincarne plus jamais. Les servantes commentent que le jeune maître sourit déjà et n'a même pas pleuré, ce qui est un signe d'un noble destin. L'aîné promet d'utiliser toute la puissance du clan pour élever le garçon. Le nouveau-né, qui est aussi notre protagoniste, pense que les 6 derniers mois depuis qu'il a été éliminé par ce salaud ont ressemblé à un rêve. Un mois après sa réincarnation, sa mère buvait un tonique spécial qui lui avait été donné par une de ses servantes. Dès qu'elle boit le tonique, une puissante lumière dorée commence à briller sur tout son corps. Il a gagné une capacité de croissance accélérée et a atteint le niveau D, même en tant qu'embryon. Il réfléchit à la façon dont les roturiers ne peuvent jamais égaler la puissance des clans, et à la façon dont il a déjà atteint un niveau que beaucoup risquent leur vie pour atteindre. Mais notre MC se demande de quel genre de capacité il s'agit, car il n'y a aucun enregistrement de croissance accélérée. 2 mois plus tard, il a fait face à une crise d'absorption de l'embryon original de la mère, mais a reçu une récompense. Utilisant sa croissance accélérée, il a dévoré l'embryon original et a acquis son sens divin inné de type éclair. Il est ravi d'avoir un sens divin de type éclair, qui est l'une des capacités élémentaires les plus rares. Le protagoniste prévoit d'utiliser les meilleures ressources de la famille pour se nourrir et devenir encore plus fort. 3 mois plus tard, son sens divin de type éclair avait déjà atteint le stade intermédiaire de la puissance. On voit des talons hauts et des sous-vêtements de femmes éparpillés sur le sol de la chambre de sa mère. Sur le lit, quelques paires de pieds sont emmêlés, se faisant plutôt câlines. On voit la femme avec un gablon alors que son fils est encore dans son ventre. L'amant lui demande si elle n'a pas peur, et la dame dit que son mariage n'est qu'un arrangement politique. Le fœtus entend l'homme remettre en question sa paternité, tandis que sa mère en demande juste plus. Le MC se plaint que toute cette agitation perturbe son taux d'absorption d'énergie. Alors, il finit par libérer beaucoup d'énergie à la fois, la faisant se plaindre que cela l'a brûlé de l'intérieur. À 6 mois, sa puissance atteint le niveau des maximales, et il comprend la constitution de sa mère. Un visage beau et serein observe. L'homme observe le ventre de la femme et se demande quand ce fichu gamin va naître. À l'intérieur du ventre, le MC ouvre les yeux et regarde son père avec un regard plein de haine. À travers sa vision, il reflète le visage de l'homme et le traite de sale bâtard. Dans un flashback, on voit le jeune homme dans sa vie passée être averti de terribles bêtes. Un de ses compagnons blessés dit à frère Liu de s'en aller aussi vite qu'il le peut. Son ami est vaincu et crie à l'aide alors que le jeune homme regarde simplement. Malheureusement, son ami a fini par être dévoré par un monstre hideux tandis que le jeune homme regarde tout se passer. Avec un sourire méchant, le traître ordonne à ses hommes de nourrir la bête pour former le noyau spirituel. L'homme sourit malicieusement et moqueusement en regardant sa victime sur le point d'être vaincu. À ce moment-là, le jeune homme remarque un pic géant qui arrive vers lui, prêt à le frapper. Son ancien compagnon l'empale avec une énorme branche, le soulevant dans les airs sans aucune pitié. Le protagoniste regarde la blessure dans sa poitrine, choqué par la trahison qu'il vient de subir. Le salaud commence à rire hystériquement du moment pathétique de son ennemi. Il se moque de lui, disant que c'est ce qui arrive quand quelqu'un comme lui surestime sa propre force. Alors qu'il est jeté, le jeune homme l'accuse de l'avoir trompé juste pour nourrir les bêtes. Alors qu'il s'en va, son seul souci est ce qui va arriver à ses jeunes sœurs. Il se souvient du moment où il a dit au revoir à l'une d'elles, promettant qu'il serait bientôt de retour à la maison. Peu de temps après, son ancien soi attrape une arme et se prépare à partir en mission. La porte se ferme, et les 3 petites filles sont laissées seules, attendant le retour de leur frère. Regardant la lune à travers la fenêtre, les filles se demandent quand leur grand frère reviendra. De retour dans le prémisé, en tant que fœtus, se remplit de rage et jure de se venger de celui qui l'a séparé de ses sœurs. Avec sa puissance,
le fœtus se prépare à frapper son père, qui est juste à l'extérieur. Alors le petit gars atterrit un coup de poing solide en plein visage du traître, le prenant complètement par surprise. L'impact du coup envoie l'homme voler, et la mère est choquée par le coup de pied qu'elle a ressenti. Le père du garçon tombe au sol dans une immense douleur, ne comprenant pas ce qui vient de lui arriver. La femme se plaint que le morveux fait déjà des siennes avant même d'être correctement né. Le grand-père ordonne ensuite à l'infirmière de vérifier ce qui se passe à l'intérieur de cette pièce. Le membre du personnel explique que le talent du jeune maître est extraordinaire, donc son développement est accéléré. Elle révèle alors, surprise, que le bébé est sur le point de naître et que la mère entre en travail. Le garçon se lamente qu'avant de se réincarner, sa limite était le niveau des maximales, et maintenant il est proche d'une percée. Dans une douleur immense, la mère hurle pour qu'ils appellent la meilleure équipe d'accouchement le plus rapidement possible. Quand il a eu un mois, la famille Liu a organisé un grand banquet de célébration. Plusieurs familles importantes du Zhao du Sud arrivent, apportant des cadeaux pour célébrer le nouveau-né. Pendant la fête, le grand-père regarde un spectacle de violon avec une servante à ses côtés. Pendant ce temps, le protagoniste d'un mois se repose calmement dans les bras d'une des servantes. Un des invités félicite Maître Liu d'avoir un petit-fils, mais l'aîné semble perdu dans ses pensées. Un invité félicite le père du garçon tandis que le bébé regarde l'homme qu'il a abattu dans sa vie passée. Il devient furieux en voyant l'ennemi qu'il a séparé de ses sœurs et jure de se venger sur le champ. Dans ses souvenirs, il se souvient de ses jeunes sœurs excitées à propos d'un gâteau d'anniversaire géant. Dans sa vie passée, il était au téléphone avec frère Shen, qui se plaignait qu'il était en retard pour une mission. Le jeune homme s'excuse, et le traître pense qu'il ne l'a embauché qu'à cause de rumeurs selon lesquelles il avait besoin d'argent. L'homme lui conseille d'utiliser sa tête, et le jeune homme le remercie pour le travail. Ses sœurs attendaient avec impatience de manger le petit morceau de gâteau sur la table. Le frère aîné dit au revoir à l'une d'elles, promettant qu'il avait un travail, mais qu'il reviendrait bientôt. Puis il saisit son arme qui était gardée dans un sac, et se prépare à quitter la maison. La porte se ferme, et les trois petites filles sont laissées seules, attendant anxieusement son retour. De la fenêtre, les filles regardent la lune en attendant le retour de leur cher frère. Ailleurs, un homme s'approche d'un portail lumineux au milieu d'une forêt sombre. Fumant une cigarette, c'est le même qui félicitait le jeune maître G à la fête. Le jeune maître G qui semble être le chef de cette opération dangereuse. Avec ses subordonnés à ses côtés, le jeune maître G demande comment la mission progresse. L'homme l'informe qu'ils sont à l'intérieur depuis un certain temps et que les bêtes devraient être bien nourries maintenant. Le jeune maître G fait l'éloge du vieux chêne, disant qu'il a été bien élevé et qu'il est toujours très efficace. Puis il se tourne vers sa compagne et dit qu'ils sont venus juste pour elle avant de partir. Mais la femme ricane, disant qu'il n'est qu'un autre minable de la famille G qui essaie de gravir les échelons. Sur ce, le groupe de traîtres s'approche du portail pour quitter ce lieu désolé. Pendant ce temps, l'un des compagnons de notre héros l'avertit de la présence d'une bête puissante à proximité. Le jeune maître est surpris que quelqu'un soit encore en vie, car il a besoin de plus de nourriture pour le médicament. Le vieux chêne dit qu'il ne sait pas comment c'est possible puisqu'ils n'étaient que des soldats de niveau D. Soudain, un bruit très fort attire l'attention de tout le monde, et ils regardent tous dans la même direction. Le chef du groupe évalue la situation avec un regard sérieux. Peu après, il voit que l'une des bêtes a une blessure fraîche à la jambe. Le monstre regarde alors notre héros, qui se tient seul au milieu de ce lieu désolé. Malgré son épuisement et ses blessures, le jeune homme se tient ferme, prêt pour la bataille finale. À ce moment-là, l'un des traîtres s'approche lentement. Le jeune maître J exige de savoir d'où vient cette chose et comment elle a osé blesser sa bête. En voyant le survivant, le jeune maître J est surpris et l'appelle Yi Shen. Le jeune homme se tourne et appelle frère Shen, ne comprenant pas ce qui se passe. L'ami de Y Shen demande s'il a amené des renforts pendant que les ennemis fuient. De retour dans le présent, le bébé jure de venger la profonde querelle de sang à ce moment précis. Il tend les bras et fait des bruits de bébé au traître qui l'observe attentivement. L'homme est sans voix et balbutie, essayant de comprendre ce que le bébé veut de lui. Le père du garçon dit que son fils veut être tenu et que c'est le plus grand honneur de sa vie. Sur ce, il prend le bébé et le remercie pour la récompense, tandis que le petit fait semblant de pleurer. Dès que l'homme le tient, le petit commence à libérer une énergie jaune. Puis il utilise son pouvoir de type foudre pour donner à son ennemi un choc vraiment désagréable. Le traître hurle de douleur alors que la charge électrique traverse tout son corps. Sous le choc, il finit par laisser tomber le bébé qui tombe lourdement sur le sol du manoir. Les femmes à la fête sont surprises et regardent vers le bruit. Les musiciens cessent également de jouer, choqués par toute cette agitation. Le grand-père du garçon regarde tout avec une expression sérieuse. Sur ce, les parents du garçon sont choqués par ce qui vient de se passer. Le petit protagoniste par terre, le vieil homme réalise qu'il vient de faire une erreur. Le bébé se met à pleurer bruyamment pour garder les apparences et tromper tout le monde. Le traître panique face à la situation et commence à transpirer froidement, terrifié par ce qui pourrait arriver. Fou de rage, le grand-père hurle sur l'homme pour avoir osé laisser tomber le trésor de la famille Liu par terre. Le lâche se jette par terre, disant que ce n'était pas lui et que le jeune maître a agi de son propre chef. Mais le père du bébé ne le croit pas et lui donne un violent coup de pied, traitant le type de chien.
Le coup de pied est si fort que l'homme s'envole et atterrit lourdement sur le sol du manoir. Il commence à s'incliner et implore son maître de lui pardonner. Il jure qu'il ne ferait jamais de mal au garçon et offre ses trésors pour le guérir de sa chute. Le père du petit semble apprécier toute la situation et esquisse un sourire moqueur. Puis le maître leur ordonne de traîner l'homme dehors et de lui donner une bonne raclée. Le traître le remercie pour la punition pendant que la servante ramasse le bébé. Dans les bras de la femme, le petit protagoniste esquisse un sourire diabolique et satisfait du résultat. Avec un front contusionné, l'ennemi regarde fixement, confus, ne comprenant pas ce qui s'est passé. Le petit continue de crier et de pleurer bruyamment pour maintenir son parfait déguisement devant tout le monde. Le vieux traître est à nouveau choqué qu'il ait recommencé à pleurer. Le grand-père ordonne à la servante d'emmener le jeune maître à l'intérieur et de vérifier s'il s'est blessé lors de la chute. L'aîné gronde son fils en disant qu'avec le statut de la famille, ils n'ont pas besoin d'un clochard inutile comme celui-là. Avec un grognement dédaigneux, le chef de famille se retourne et quitte la fête furieux de tout ce gâchis. Le père du garçon est enragé par les paroles du vieil homme et serre le verre dans sa main avec une grande force. Il brise la coupe en verre avec ses mains nues. L'autre se tourne et donne un coup de pied puissant directement au visage du traître. Juste après, il lui donne un autre coup de pied et ordonne qu'il soit traîné dehors et jeté aux chiens de la maison. Les gardes l'attrapent alors qu'il implore pitié, mais personne ne se soucie de sa souffrance. L'autre dit aux invités de continuer la fête, et le bébé réfléchit à la façon d'absorber plus de puissance. Le médecin a examiné le petit et dit qu'il a un physique incroyable et qu'il est parfaitement bien. Le grand-père rit et célèbre que son petit-fils n'ait subi aucun dommage et qu'il soit en excellente santé. Mais le plus important pour le garçon maintenant est de retrouver ses 3 sœurs qu'il a laissées derrière lui. Il a besoin de grandir assez vite pour bouger et obtenir l'essence de cette femme. Le bébé commence à pleurer pour avoir du lait et le docteur. Sur ce, l'aîné leur ordonne d'appeler sa belle-fille pour l'allaiter et prendre plus de médicaments spirituels. La mère du garçon se plaint qu'elle vient de le nourrir et qu'elle est déjà complètement épuisée. Le chef de famille dit qu'elle doit travailler dur pour l'avenir du clan et pour le bien de son fils. La femme enlève son manteau et se prépare à nourrir le bébé une fois de plus contre sa volonté. Le petit ouvre la bouche et se met à pleurer en attendant d'être nourri par sa mère. La mère le prend et le regarde fixement avec ses yeux rouges. Elle commence à l'allaiter et se plaint que le petit coquin tète beaucoup trop fort. Voyant que sa belle-fille s'affaiblit, le grand-père leur ordonne de lui apporter la soupe tonique. Peu après, nous voyons le bébé prendre un bain avec sa mère dans une source chaude. La femme se plaint qu'il tète depuis longtemps et demande si elle lui doit quelque chose d'une vie antérieure. 3 mois plus tard, le bébé rampe déjà dans la maison et sa puissance a atteint le niveau C. Dans sa vie antérieure, il lui a fallu 1 an pour passer du niveau des élémentaires au niveau intermédiaire. À l'époque, il a participé à de nombreuses missions dangereuses dans des portails et a subi d'innombrables blessures. Il est passé du niveau C élémentaire au niveau intermédiaire en seulement 3 mois en buvant du lait. Pendant un dîner de famille, le petit protagoniste rampe vers la table principale. Furieux, le grand-père se plaint qu'un idiot ne surveillait pas le jeune maître et l'a laissé se promener. La servante s'excuse, disant que le garçon rampe si vite qu'elle n'arrive pas à le suivre. Le père du bébé plaisante en disant que son fils doit encore vouloir du lait, et la mère a l'air épuisée. Elle se plaint que le garçon est sur sa poitrine depuis 3 mois et qu'elle a besoin d'une pause. Mais le petit pense qu'il ne peut pas perdre de temps et qu'il doit continuer à devenir de plus en plus fort. À la surprise générale, le bébé se lève tout seul pour la première fois. Le grand-père et le majordome sont complètement choqués de voir le spectacle incroyable devant eux. Le garçon commence à marcher vers sa mère, qui le regarde, surprise. Le petit lui saute dessus, et la mère crie pour qu'il la laisse manger un repas en paix. La servante est stupéfaite et souligne que le jeune maître se tient debout et se promène seul dans la pièce. Le majordome commente que le garçon a une constitution céleste et que son développement est extraordinaire. Le grand-père est heureux de voir que son petit-fils peut déjà se tenir debout et le regarde avec fierté. Puis il dit que, selon les règles de la famille, il est temps de choisir un serviteur personnel pour le garçon. Dans un endroit sombre, l'aîné s'enquiert des résultats, et un garde dit qu'il n'en reste que 2. Dans les bras de sa mère, le protagoniste est emmené dans une arène improvisée pour le test. Il observe tout attentivement quand il reconnaît soudain l'un des candidats et est choqué. Dans une cellule, une petite fille aux cheveux blancs est en position défensive et a l'air effrayée. De l'autre côté, une fille blonde charge, criant d'attaquer et de vaincre son adversaire dans l'arène. Choqué, le bébé se demande ce qu'elle fait là, et son corps commence à briller intensément. Puis il utilise son pouvoir de type foudre pour frapper l'une des filles qui se battent. Avec la force du choc, la blonde s'envole et atterrit lourdement sur le sol, assommée instantanément. La fille aux cheveux blancs en profite pour sauter sur le pain. Sans une seconde pensée, la fille attrape le pain et commence à le dévorer avec avidité au milieu de la cellule. Les cheveux de maman sont tout dressés sur sa tête. Le protagoniste panique, espérant que personne n'a rien remarqué de suspect. Le grand-père rit et dit que son petit-fils a un esprit combatif bien plus grand que son propre père. Le garçon pense qu'être un enfant est utile car les adultes trouvent toujours des excuses pour lui. L'aîné décide que la petite fille sera la servante et ordonne qu'elle soit lavée et qu'on lui enseigne l'étiquette. La petite continue de manger avec férocité, sans se soucier de rien d'autre autour d'elle. Le bébé dans le berceau semble très heureux et appelle sa nouvelle servante avec un sourire sur son visage.
Pendant ce temps, le majordome explique qu'elle est une servante de la mort et qu'elle doit protéger le jeune maître. La petite fille aux cheveux blancs hoche simplement la tête, acceptant son nouveau destin. Il dit aussi qu'elle doit suivre le maître et s'entraîner aux arts martiaux pendant qu'il dort. Sur ce, la petite servante se rend dans la chambre du bébé pour commencer son nouveau travail. En arrivant, le garçon l'appelle et se désigne du doigt avec un sourire très excité. Mais la fille sort un couteau, et son expression se transforme en une expression pleine de haine et de vengeance. Le bébé panique et essaie de parler mais n'y arrive pas à cause de ses cordes vocales. Elle dit qu'elle va l'éliminer pour venger la mort de son frère aîné sur le champ. La fille lève l'arme et se prépare à attaquer le petit dans son berceau. La servante se jette avec le couteau à grande vitesse, prête à frapper sa cible sans défense. Cependant, le garçon esquive le coup avec une agilité incroyable et saute hors du berceau. Il atterrit sur le sol, laissant derrière lui une silhouette d'énergie, à la grande surprise de la fille. Puis le bébé réapparaît à côté d'elle, la laissant complètement choquée et sans voix. Soudain, la fille commence à dégager une aura verte alors qu'elle se prépare à se battre. Le protagoniste est choqué de voir que la fille a un sens divin de type vent. Sur ce, elle l'attaque avec son pouvoir du vent, mais le bébé utilise sa foudre pour se défendre. Les deux énergies s'entrechoquent, illuminant toute la pièce de leur couleur vive et intense. Il pense qu'utiliser ces deux pouvoirs en même temps est trop pour son corps de bébé. Il a une idée brillante pour résoudre cette situation compliquée. Alors, le MC pointe et utilise son sens divin du tonnerre à un niveau de puissance très bas. Sur ce, une petite lance de foudre frappe la fille. Le choc la paralyse pendant un moment et elle tombe au sol, incapable de bouger correctement. Le petit semble soulagé du résultat, mais est clairement très fatigué par l'effort. Allongé sur le sol, la servante peut encore sentir l'électricité parcourir tout son corps. Il s'approche prudemment et touche la lame tranchante. Alors, le petit se coupe le doigt exprès, et une goutte de sang apparaît sur le bout. Puis il utilise son propre sang pour écrire un message sur le sol pour elle. Il pense que c'est une bonne chose qu'il soit intelligent et qu'il ait réussi à trouver ce plan pour communiquer. En lisant le message, la fille comprend tout, et le bébé ouvre ses bras pour un câlin. Mais la fille l'attaque à nouveau, et le bébé se souvient qu'elle ne sait pas encore lire. Il esquive le coup et s'inquiète, car si quelqu'un la voit essayer de l'attaquer, elle est fichue. Pendant ce temps, le traître traverse le manoir en tenant une boîte en bois dans ses mains. Dans un flashback, le père du garçon dit qu'il est seulement en vie parce qu'il lui est encore utile. Allongé sur le sol, l'homme remercie le jeune maître pour sa miséricorde et promet de travailler plus dur. Le maître dit que le grand-père est furieux et qu'il doit trouver un moyen de plaire au bébé. L'homme pense qu'il a tout vendu ce qu'il avait pour acheter un objet rare lors d'une vente aux enchères. Soudain, il entend la voix du petit maître et se demande ce qui se passe dans la pièce. Sur ce, il ouvre la porte et entre dans la pièce, appelant les cheveux de la famille Liu. En entrant, il est accueilli par la scène des deux se poursuivant autour de la pièce. Voyant une opportunité, le bébé regarde l'homme avec un regard sombre et un plan en tête. Le traître est complètement confus, ne comprenant rien de ce qui se passe. Puis le garçon saisit la main de la servante et tourne le couteau. Il utilise son pouvoir de foudre pour donner une petite décharge à la fille aux cheveux blancs sur son front. Elle tombe au sol, et le bébé attrape le couteau en plein vol, complétant son plan parfait. Sans hésitation, le bébé se poignarde à l'épaule, et le couteau se couvre de sang. Le traître est complètement choqué par la scène et hurle de terreur, n'en croyant pas ses yeux. Ensuite, le garçon jette le couteau ensanglanté vers l'homme qui l'observe. Le pauvre type attrape l'arme en plein vol et se fiche de peur, ne sachant pas quoi faire. Dans son choc, il finit par laisser tomber la boîte qu'il tenait. Alors le petit protagoniste prend une grande inspiration, se préparant pour sa grande performance. Peu après, il se met à pleurer bruyamment sur la fille évanouie sur le tapis. L'homme tient le couteau ensanglanté, complètement désespéré par toute la situation. Au bruit, le grand-père et les autres accourent pour voir ce qui s'est passé. L'aîné et son fils regardent la scène avec des expressions sérieuses. Le petit continue de pleurer et s'appuie sur le serviteur pour faire croire qu'il l'a protégé. Furieux, le grand-père pointe du doigt le traître et l'accuse d'avoir tenté d'attaquer son petit-fils. L'homme jette le couteau par terre et essaie de se défendre, disant que ce n'est pas lui qu'il faut blâmer. Mais le père ne le croit pas et le frappe pour avoir osé blesser son fils. Désespérément, il explique que c'est la fille qui a attaqué le bébé, et qu'il s'est défendu. Le bébé continue sa comédie de pleurs tandis que le traître hurle de désespoir avec le nez en sang. Il jure à l'aîné qu'il dit la vérité, mais personne ne semble croire son histoire. Le père du garçon le frappe d'un autre coup de poing et demande furieusement où est le cadeau. Désespéré, l'homme cherche le cadeau qu'il a laissé tomber par terre pendant tout ce chaos. Le grand-père félicite la petite fille d'avoir protégé son petit-fils et ordonne qu'on l'emmène se reposer. L'aîné pose sa main sur l'épaule du jeune maître, qui se tend. L'aîné le regarde fixement, ses yeux rouges brillant intensément de rage. Il dit qu'il a appris à son fils comment élever des chiens, mais qu'il a failli perdre l'espoir de la famille Liu. Sur ce, le groupe quitte la pièce, laissant le traître agenouillé sur le sol, complètement terrifié. L'homme se met à suer froid et à trembler de peur de ce qui pourrait lui arriver maintenant. Soudain, le père du bébé se retourne et le regarde fixement avec un regard plein de haine et de mépris. Il lui donne un coup de pied violent et dit qu'il lui a donné une chance,
mais qu'il a osé essayer de le blesser quand même. L'homme essaie d'expliquer, mais le maître ordonne qu'on le traîne dehors et qu'on le donne à manger aux chiens. Voyant son plan réussir, le petit protagoniste soupire enfin de soulagement face au résultat. Avec une blessure à l'épaule, le petit regarde la fille inconsciente sur le sol, inquiet. Juste à ce moment-là, le majordome s'approche et dit qu'il doit emmener le serviteur se faire soigner immédiatement. Mais il panique quand il se souvient qu'il a écrit un message sur le sol juste en dessous d'elle. Alors, le garçon s'allonge sur la fille et secoue la tête pour empêcher l'homme de l'emmener. Le membre du personnel prend alors le petit maître, le soulevant de la fille inconsciente. Sur ce, le majordome le replace dans le berceau tandis que le garçon a l'air très bouleversé. Voyant que l'homme est sur le point de ramasser le serviteur, il se demande s'il ne devrait pas l'assommer avec un choc électrique. Soudain, une idée le frappe et il regarde la servante avec un nouveau plan en tête. Le membre du personnel prend la petite fille, et une mare de sang est laissée sur le sol de la chambre. Le protagoniste est choqué de voir que le serviteur est aussi réellement blessé. Voyant la tache de sang sur les vêtements de la fille, le majordome est également très surpris. Le petit est confus par la situation et ne comprend pas comment elle a pu être blessée. Il l'emmène dehors et ordonne que la chambre du jeune maître soit nettoyée. Seul dans le berceau, le garçon soupire de soulagement mais se demande ce qui se passe. Mais il met ça de côté car il a des choses plus importantes à faire à ce moment-là. Il saute hors du berceau, prêt pour son prochain plan. Dans une salle de massage, une huile spéciale est en préparation pour sa mère. La femme reçoit ensuite un massage relaxant du dos de l'une des femmes de chambre. La mère du garçon semble très détendue, profitant de son rare moment de paix. Mais la tranquillité prend fin lorsque le petit réclame du lait, la surprenant soudainement. Il rampe vers elle, et la femme se plaint qu'il soit encore là avec son énorme appétit. Le garçon commence à se nourrir, et la mère se plaint, demandant combien de temps il va continuer à téter. Mais il doit accélérer sa croissance pour pouvoir parler et tout expliquer à son serviteur. Une semaine plus tard, le temps passe à toute vitesse dans le somptueux manoir de la famille Lou. Et voilà, notre personnage principal ressemble maintenant à un enfant de 3 ans et a enfin maîtrisé l'art de parler. La petite servante aux cheveux blancs lui jette toujours un regard noir. Elle est toujours convaincue que c'est lui qui est responsable de tout ce qui s'est passé avec son frère aîné. Alors le gamin se tourne vers YY et lâche la bombe. C'est son frère. La fille est, genre, complètement sidérée. Elle se fige, et ses yeux prennent une teinte rouge foncé. Puis il lui demande si le gâteau que son frère lui a acheté était bon. Cette question la replonge dans ses souvenirs, et elle devient super émotive. Dans ses souvenirs, elle se souvient de son frère qui l'appelle, elle et ses autres sœurs, pour venir manger du gâteau. Les 3 petites filles sont super excitées de voir un gâteau d'anniversaire juste devant elles. Elle se souvient de son grand frère coupant une part de gâteau pour ses petites sœurs. La fille se souvient de lui au téléphone, recevant l'ordre de rejoindre son équipe pour une mission. L'une des sœurs essaie d'en voler un morceau, mais une autre l'arrête, lui disant d'attendre leur frère. Après cela, les 3 petites sont à la fenêtre, regardant la lune et attendant qu'il revienne. À ce moment-là, le visage de son ancien lui apparaît reflété dans la pleine lune, comme un souvenir. Dans le reflet de la lune, son ancien visage se mélange à son visage actuel de bébé. Il regarde la petite fille avec un doux sourire, les yeux remplis de larmes. Réalisant que c'est lui, elle ne peut plus se retenir, et se met juste à pleurer. Elle s'effondre sur le sol et se met à pleurer à chaudes larmes, hurlant de manière incontrôlable. Il lui couvre la bouche et lui fait chute pour que personne ne découvre leur secret. Avec sa petite main, il essaie d'étouffer les sanglots de la fille pour qu'il ne se fasse pas prendre. Juste après, elle jette ses bras autour de lui, le serrant de toutes ses forces, ressentant un mélange de soulagement et de bonheur. Toujours en pleurs, la petite fille demande si celui qui est devant elle est vraiment son frère bien-aimé. Mais l'étreinte est si forte qu'il se plaint de ne pas pouvoir respirer dans son petit corps d'enfant. Elle le lâche, et notre gars est un peu étourdi, essayant de reprendre son souffle. Une fois qu'il s'est remis, il devient sérieux et regarde sa sœur, ayant besoin de réponses. Elle le regarde fixement, les larmes coulant toujours sur son visage. Alors, il la prend et lui demande comment elle a atterri ici, et où sont leurs autres sœurs. Avec toutes ces questions, la fille est dépassée et demande à son frère de ralentir. Finalement, ils se calment tous les deux et se préparent à parler de tout ce qui s'est passé. La fille commence à expliquer que ce jour-là, il est parti en mission et n'est jamais revenu. Dans un flashback, les 3 sœurs affamées attendent, les yeux rivés sur le gâteau qu'il a acheté. Une des filles se demandait pourquoi leur frère mettait autant de temps à revenir. La plus jeune demande même s'il les a abandonnés, puisqu'il n'était jamais parti aussi longtemps. Alors Yi a décidé de partir à sa recherche et a découvert sa disparition au quartier général de la mission. Là, elle a vu la femme d'un autre chasseur crier sur le traître à propos de la disparition de son mari. Le type, n'ayant aucune patience, la traite de folle et la repousse avec force. Un autre chasseur arrive et accuse l'homme d'être entré dans le portail avec le jeune maître Liu et les autres. À ce moment-là, la petite servante a compris que cet homme était derrière tout ça. Le traître regarde juste avec un air ennuyé, fumant nonchalamment sa cigarette. Il libère sa puissance de feu, se préparant à attaquer son accusateur. Une boule de feu vole vers l'homme, qui est juste figé de peur par l'attaque. Il est touché de plein fouet,
et son corps est complètement englouti par les flammes intenses. L'homme tombe au sol, vaincu, tandis que les autres regardent juste la scène, sans rien faire. Il les avertit que répandre des rumeurs sur le jeune maître est une mauvaise idée, car la mission était à haut risque. Notre gars dit que le traître a eu ce qu'il méritait pour les avoir doublés, puis demande des nouvelles des autres filles. En entendant la question sur les autres, l'expression de la petite change, et elle a l'air vraiment inquiète. Elle se remet à pleurer, laissant son frère totalement confus. Surpris par la réaction soudaine de sa sœur, il lui demande avec inquiétude ce qui leur est arrivé. À travers ses larmes, la fille explique qu'elle voulait juste venger son frère, mais ensuite, une marée de démons est apparue de nulle part. Flashback sur un portail qui s'ouvre et tout le monde se bat pour sa vie alors que l'invasion commence. Le souvenir de cette marée démoniaque la pétrifie absolument. Elle traverse les rues dévastées, criant frénétiquement les noms de ses deux autres sœurs. Pendant ce temps, quelques chasseurs se promènent, remarquant nonchalamment que, oui, cette vague de monstres était plutôt méchante. Elle se retrouve toute seule, regardant la ville brûler, complètement anéantie. Les larmes coulant sur son visage, elle court sans but dans tout le chaos et la destruction. La pauvre fille continue sa recherche seule, se frayant un chemin à travers les décombres de la ville dévastée par l'invasion. Les mains écorchées, elle s'effondre sur le sol, criant les noms de ses sœurs dans un désespoir absolu. C'est alors qu'elle se souvient de son frère, et craque, sanglotant et se demandant où il pourrait bien être. De retour dans le présent, notre personnage principal voit un personnage principal réconforter sa sœur, lui disant de ne pas pleurer, car ils ont eu une seconde chance. Ses yeux deviennent rouges alors qu'il jure qu'un certain Shen sera le premier à payer pour ça. Dans une prison sombre et sale, nous passons à un couloir qui est juste éclaboussé de taches. Le traître est enfermé, hurlant à tue-tête qu'il est innocent, et qu'il était juste là pour livrer un cadeau. L'instant d'après, il est projeté contre les barreaux de sa cellule, un regard de terreur pure sur son visage. Parce que surprise, un démon se matérialise juste derrière le prisonnier terrifié. Le traître tombe à genoux, implorant pour sa vie alors que la créature se rapproche, sa langue pendant. Tout ce que nous entendons, c'est un cri horrifié et soudain, le couloir de la prison a quelques taches rouges de plus. Le traître hors du tableau, notre MC déclare qu'il est temps de renverser toute la famille Liu. Les larmes encore dans les yeux, sa sœur est d'accord, promettant qu'elle fera tout ce qu'il dit. C'est alors qu'elle se souvient qu'elle a une mission très importante à remplir avec RMMC. Alors, elle le soulève dans les airs, annonçant que c'est l'heure du bain, mais il proteste, criant qu'il est son frère. Mais la fille explique que maintenant, elle est son assistante personnelle, et c'est sa mission quotidienne. Et juste comme ça, elle commence à l'emmener à la salle de bain, pendant qu'il crie à tue-tête qu'il ne veut absolument pas prendre de bain. Coupé à la salle de bain, où notre MC est maintenant assis dans un lavabo pendant qu'elle prépare tout pour son bain. Elle s'approche de lui et dit qu'il est temps d'enlever ses vêtements, mais notre MC insiste sur le fait qu'il peut s'en occuper lui-même. Mais elle n'écoute pas, et avec un sourire, elle déchire ses vêtements directement dans les airs. Elle regarde en bas et gazouille sur le fait que son petit bonhomme est mignon. RMC est absolument mortifié, mourant à l'intérieur de la maladresse de tout ça. Super embarrassé, il lui crie de ne pas regarder, lui rappelant encore une fois que ce n'est pas du tout bien. Elle déclare ensuite que puisqu'elle est plus grande maintenant, c'est à son tour de lui donner un bain. Choqué, le MC demande ce qu'elle fait alors qu'elle commence à enlever ses propres vêtements. Le garçon se couvre les yeux, complètement gêné par ses actions. Puis elle entre dans la baignoire, enveloppée dans une serviette, laissant le garçon totalement abasourdi. Pendant qu'elle le lave, elle se plaint de la souffrance des gens dehors, tandis que les riches gaspillent tout. Notre MC se fâche et dit que la justice est quelque chose que vous devez prendre avec vos propres mains. Avec ça, son visage se crispe dans un regard de détermination féroce à changer la réalité. Un instant plus tard, la fille propose de le frotter mieux, le plongeant dans une panique totale. Il commence à se chamailler parce qu'il refuse, mais elle insiste sur le fait qu'on lui a ordonné de le faire. Après le bain, le garçon est allongé sur le sol pendant que sa sœur range ses vêtements. Il pense à quel point c'est humiliant d'être le frère aîné et d'être traité comme un petit enfant. La fille lui demande ce qui ne va pas, mais il détourne simplement le visage, boude, et ne répond pas. Elle est triste de son attitude et se plaint qu'il n'a jamais été aussi méchant avec elle auparavant. Pour éviter plus de conversation, il laisse juste échapper un soupir. Mais ensuite, il se lève, dit qu'il n'est plus fâché et qu'il a quelque chose d'important à demander. La fille sourit doucement et lui dit d'aller de l'avant et de demander ce qu'il veut, pas de problème. Alors, il se demande si elle a éveillé des capacités d'élément vent, et sa sœur le confirme. Notre MC est abasourdi, car le premier cas enregistré d'éveil était à l'âge de 12 ans. Il se demande comment elle a réussi un tel exploit, étant si jeune et sans aucun entraînement. Elle secoue juste la tête et dit qu'elle n'est pas vraiment sûre de comment c'est arrivé non plus. Elle explique qu'un panneau est juste apparu, lui montrant ses statistiques et la guidant pour éveiller son pouvoir. Notre MC est complètement époustouflé d'entendre le mot panneau venant d'elle. À cet instant, il se souvient de son propre système, celui qui affiche ses capacités de tonnerre. Il jette un coup d'œil à l'interface et se demande si sa boîte de dialogue est du même genre. Puis il se demande comment sa sœur a également obtenu un panneau et s'est éveillée si incroyablement jeune.
Elle remarque qu'il s'est absenté et demande si quelque chose ne va pas, mais il élude simplement. Il lui dit que maintenant qu'elle a éveillé sa capacité, elle doit s'entraîner dur pour devenir forte. Avec un regard déterminé, la petite fille répond qu'elle va s'entraîner super dur à partir de maintenant. Il lui tapote la tête et dit que de toutes les sœurs, elle a toujours été la plus responsable. Soudain, ils entendent tous les deux frapper à la porte de leur chambre et se figent. Une servante annonce que le dîner est prêt et que le maître a ordonné à leur mère de lui préparer du lait. Elle tend un biberon plein à la sœur du MC, qui le regarde, surprise. Elle prend le biberon, et notre MC s'approche d'elle avec un nouveau plan déjà en train de se former dans son esprit. Il dit qu'ils doivent utiliser toutes les ressources de la famille Liu pour devenir plus fort et rapidement. La fille demande comment ils sont censés faire ça, puisqu'elle s'entraîne déjà aussi dur qu'elle le peut pour passer au niveau supérieur. Avec un sourire espiègle, il lui dit d'ouvrir la bouche et de découvrir le secret du pouvoir. Bien qu'elle hésite un peu, la fille ouvre la bouche, curieuse de savoir ce que son frère prépare. Il met ensuite le biberon dans sa bouche et lui dit de boire et de voir ce qui se passe. Suivant son ordre, elle commence à boire le lait pendant que notre MC la regarde attentivement. Tout à coup, une aura violette commence à tourbillonner autour d'elle et elle est choquée par la sensation. Confuse, elle demande à son frère pourquoi autant de puissance coule si facilement dans son corps. Notre MC explique que la constitution unique de leur mère transforme les cristaux en quelque chose comme de l'énergie pure. Il dit que c'est une substance que même les escouades d'élite auraient du mal à se procurer pendant les missions. Mais leur mère peut produire cette essence continuellement, ce qui fait d'elle une source infinie de puissance. Sa sœur est choquée, commentant que c'est quelque chose d'inouï à l'académie. RMC soupçonne que les familles nobles cachent des secrets et manipulent les masses pour qu'elles se battent pour elles. Avec un regard déterminé, il conclut qu'ils doivent découvrir chacun de ces secrets cachés. Sa sœur lui offre alors le biberon, lui disant d'en boire aussi pour qu'il puisse devenir plus fort. Mais il refuse, lui disant de tout finir et d'atteindre d'abord sa limite de puissance. Puis il commence à s'éloigner, les yeux fixés sur son prochain objectif. Il dit à voix haute qu'il va aussi aller manger pendant que sa sœur continue à boire au biberon. Arrivant dans la chambre de sa mère, les servantes se demandent pourquoi il est de retour ici. La prochaine chose que l'on voit, c'est le garçon qui se nourrit directement de sa mère dans la piscine du ménage. La femme se plaint d'avoir déjà fourni tellement de lait que le petit morveux ne fait que manger et manger sans s'arrêter. Une des servantes ordonne rapidement aux autres de préparer plus de repas médicinaux pour la madame. Notre MC pense que la vengeance commence maintenant, et que lui et sa sœur sont sur le point de modifier l'ordre même des cieux. Alors que la foudre s'abat sur le manoir, il jure qu'il va complètement bouleverser la famille Liu. Notre héros rampe sur le sol de sa chambre, le regard déterminé sur son visage alors qu'il cherche quelque chose. Pendant ce temps, on a un flashback du traître qui panique, criant que le cadeau était dans sa main alors qu'il le cherche frénétiquement. Puis notre MC jette un coup d'œil sous un meuble et aperçoit la petite boîte que le traître a laissé tomber. Avec un sourire satisfait, il s'empare du cadeau, se disant que ce doit être quelque chose d'incroyablement précieux pour la famille. Il ouvre alors la boîte, et une intense lumière bleue illumine son minuscule visage. À l'intérieur, il trouve un grand cristal bleu et se demande si c'est un cristal de bête magique. Un panneau système apparaît immédiatement, l'informant qu'il s'agit d'un cristal de compétences d'éléments de tonnerre rares. Notre MC est confus car il n'avait aucune idée que les compétences pouvaient être absorbées au lieu d'être cultivées. Le système explique qu'après avoir chassé des bêtes évoluées, il y a une chance d'obtenir ces objets rares. Notre petit gars est surpris qu'une chose pareille existe, mais se méfie et demande comment la voix connaît ses pensées. À ce moment-là, il est totalement choqué, un regard de pure panique sur son visage alors qu'il réalise ce qui s'est passé. La voix dit qu'elle est dans sa conscience, et il ricane, disant qu'il connaît tout sur ses tropes grâce à des romans. Il se souvient que dans sa vie passée, il était un étudiant accro aux jeux et aux romans web qui avaient des systèmes. Dans ces histoires, les personnages principaux reçoivent des récompenses et renversent la situation, se vengeant de leurs ennemis. Furieux, il hurle que le système est inutile, mais la voix rétorque que sans lui, il n'aurait même pas été réincarné. Le MC fait une pause, réfléchit un instant et doit admettre que la voix mystérieuse a raison. Les bras croisés, il s'interroge ensuite sur son lien avec le système de sa petite sœur. La voix nie tout lien et l'exhorte à devenir plus fort et rapidement. Il est d'accord et se concentre, sachant qu'il doit saisir toutes les occasions qui se présentent à lui. Il s'assoit ensuite sur le sol et, avec une concentration intense, commence à absorber l'énergie du cristal. Avec cela, une énergie divine et puissante commence à circuler dans son petit corps. Un instant plus tard, il tend la main et invoque avec succès sa nouvelle compétence, la lance de foudre. Il est complètement époustouflé, venant d'acquérir une compétence qui aurait dû prendre 10 ans à maîtriser. Il sent la puissance condensée dans la lance et se demande à quel point elle est vraiment forte. Sans réfléchir, il lance l'arme de toutes ses forces pour tester sa nouvelle puissance. Le protagoniste regarde son attaque électrique puissante voler dans les airs. Le bruit de l'explosion attire l'attention du grand-père, qui arrive en courant avec le majordome pour voir ce qui s'est passé. Mais ce qu'il trouve, c'est le père du garçon, en sous-vêtements Bob l'éponge, se plaignant du bruit à la mère du MC. Le grand-père et la petite sœur du MC sont complètement abasourdis par la scène.
Le garçon regarde le trou géant qu'il vient de faire dans le mur du manoir avec sa nouvelle compétence. Furieux, le grand-père exige de savoir qui a fait ça, et le majordome explique qu'il a entendu un éclair venant de la pièce. Mais en voyant son petit-fils, l'humeur du vieil homme change, et il le soulève, célébrant sa nouvelle compétence divine. Il fait ensuite l'éloge de la mère du garçon, la remerciant d'être si productive pour la famille. Cependant, le père du garçon semble irrité par toute la situation et se plaint du bruit qu'il a fait. Sur ce, le grand-père le gronde, disant qu'il devrait être fier du talent exceptionnel de son fils. Le grand-père décide alors qu'il emmènera son petit-fils au festival annuel de chasse de la famille. Un instant plus tard, le chef de famille demande au majordome si tout est organisé pour l'événement. Le vieil homme rit, disant que ses descendants doivent apprendre leur véritable valeur dès leur plus jeune âge. Blotti dans les bras de sa mère, notre protagoniste est agacé, n'ayant aucune idée de ce qu'il prévoit. Et ainsi, le groupe descend un long couloir vers l'emplacement du festival de chasse. Une fois sur place, le grand-père utilise son énergie pour ouvrir une immense porte circulaire devant eux. La porte s'ouvre, révélant à tous un grand vortex tourbillonnant d'énergie violette brillante. Debout devant le portail dimensionnel, le chef de famille se prépare à mener le groupe à l'intérieur. Le MC est stupéfait de réaliser que la famille Liu peut ouvrir des portails dimensionnels par elle-même. Il se met en colère en pensant à tous les secrets que les puissants cachent aux faibles qui se battent juste pour survivre. Le groupe franchit alors le portail et arrive dans une forêt dense et calme de l'autre côté. Alors que le grand-père le félicite, la mère du MC se plaint qu'il ne cesse de manger toute la journée. Soudain, le père du MC pointe le ciel et crie un avertissement qu'il y a quelque chose qui approche. Tout le monde lève les yeux pour voir une traînée de fumée se rapprocher d'eux rapidement. La chose mystérieuse file à travers les arbres à une vitesse incroyable. Soudain, un serpent géant à plusieurs têtes apparaît et attaque brutalement un groupe de chasseurs. Un chasseur essaie de frapper la créature, mais son arme se brise, tandis qu'un autre utilise un champ de force pour se défendre. Quand il voit un python de Rancé et un roi python de Rambé dans un portail de Rancé, le protagoniste et sa sœur sont sous le choc, et la fille reconnaît l'un des chasseurs. À ce moment-là, un des serpents se jette sur l'une des chasseuses. À la surprise générale, la rousse réussit à maintenir la gueule de la créature ouverte à main nue. Mais elle lutte de toutes ses forces pour éviter d'être mordue par les crocs acérés du monstre géant. Malgré tout, la force du serpent est trop grande, et il la repousse d'un seul coup. Le chef des chasseurs crie alors à tout le monde de se battre en se retirant de la zone dangereuse. Le chef du groupe essaie de repousser le monstre avec un bouclier, mais un autre chasseur essaie de l'attaquer par derrière. La rousse court et crie désespérément pour qu'il fasse attention. Mais le coup de poing du chasseur traverse le bouclier, frappant le capitaine de plein fouet. La force du coup de poing fait perdre son bouclier au chasseur qui combat le serpent. À ce moment, le serpent géant est frappé par un éclair violet venant d'un autre chasseur. Un autre chasseur crie furieusement sur le traître pour avoir attaqué leur capitaine. Le traître se contente de sourire méchamment en se préparant à attaquer l'autre homme. Avec un coup violent, il attaque sans pitié le chasseur, le laissant gravement blessé. L'un des autres chasseurs est choqué, car il semble avoir reconnu l'attaquant. Il révèle que l'homme est Kui Sheng, un criminel qui avait été condamné auparavant. Kui Sheng se met à rire comme un maniaque face au désespoir du chasseur. Il donne ensuite un coup de pied à l'homme, l'envoyant voler avec une force incroyable. Le chasseur blessé s'envole directement dans la gueule du serpent géant qui l'attendait. Notre petit protagoniste regarde tout cela avec une expression sombre. Il se souvient de sa vie passée quand Kui Sheng a jeté un ami à sa perte. Une giclée de sang apparaît, symbolisant ce qui vient de se passer. À l'époque, il a vu ses amis se faire éliminer un par un. Le monstre qu'il nourrissait avec leurs propres camarades émerge, imposant et terrifiant. Avec un sourire cruel, le père du MC leur ordonne de nourrir la créature pour former un trésor. Il dit ensuite à Cuichon d'attaquer l'ancien lui de notre héros sans hésiter. Le sbire se précipite vers le jeune homme, prêt à porter le coup. Mais le type active son pouvoir et se prépare à l'inévitable affrontement avec son ennemi. Espi brille d'une énergie puissante alors qu'il se rapproche. Leurs deux poings se heurtent dans un impact violent et plein de puissance. Il nous dit que Cuichon est comme un démon qui aime écraser les gens. On révèle qu'il était protégé par la famille Liu et qu'il est maintenant l'un de leurs hommes de main. De retour dans le présent, sa sœur se demande comment ils peuvent sauver la rousse. Mais notre protagoniste semble avoir une idée, et ses yeux brillent, un plan se formant déjà dans son esprit. Alors, il se retourne et recommence à manger, ce qui énerve vraiment sa mère. Elle demande ce qu'il fait, alors que notre MC se remplit la bouche de lait, faisant une drôle de tête. Il recrache tout, la laissant complètement choquée. Dégoûtée, elle crie sur notre héros pour l'avoir toute salie et le jette en l'air. Voyant l'agitation, le grand-père du garçon a ce regard furieux sur son visage à cause de tout le désordre. Juste après, la petite sœur du MC passe à l'action. Comme ça, elle attrape notre héros en plein vol, le sauvant de la chute. La fille atterrit en toute sécurité sur le sol, tenant soigneusement son petit frère dans ses bras. Elle lui demande si son frère va bien, et il explique que son plan directeur est de créer le chaos pour sauver le chasseur. Soudain, le père de notre jeune homme gifle sa femme, violemment au visage, la laissant complètement stupéfaite.
Il la saisit alors fermement et la réprimande pour avoir été si négligente avec leur fils. Furieuse, la femme dit que même ses propres parents n'ont jamais osé lever le doigt sur elle, et elle se met incroyablement en colère. Sur ce, elle invoque une arme de glace et poursuit son mari, cherchant à se venger. L'homme se défend avec ses pouvoirs, disant qu'elle doit recevoir une leçon pour son audace. Les enfants regardent attentivement le combat qui se déroule juste devant eux. La mère et le père s'affrontent avec leurs capacités, mais une explosion d'énergie apparaît soudainement entre eux. Le grand-père du garçon apparaît, et les parents du MC le regardent fixement. Le grand-père dit qu'en tant que mère, elle doit faire passer son fils en premier et ne pas être aussi imprudente. Avec un regard furieux, il leur dit qu'ils ont tous les deux la responsabilité des deux familles. Sur ce, le couple se calme et abandonne ses armes, tandis que les enfants regardent de loin. La sœur du MC demande ce qu'ils vont faire maintenant, mais il lui dit de ne pas s'inquiéter car ils arrivent. Soudain, la jeune servante entend un bruit étrange. Le majordome informe le grand-père qu'il a senti un mouvement venant des bois voisins. La famille remarque également quelque chose qui approche et se met en alerte maximale. Soudain, 3 gobelins émergent de la forêt avec des expressions vraiment bizarres sur leur visage. D'un point de vue plus élevé, nous voyons les gobelins commencer à se rapprocher de la famille du MC. Les créatures se mettent à crier désespérément, comme si elles se préparaient à une bataille. L'instant d'après, les 3 monstres sont empalés par des pieux en bois qui les transpercent sans pitié. Le père du MC se demande comment c'est possible, car la zone était censée avoir été nettoyée au préalable. Le grand-père se plaint, c'est ce qui arrive quand tout ce que tu sais, c'est comment faire des histoires dans les bars au lieu de te plonger dans les livres. Soudain, la mère du garçon commence à briller d'une énergie violette. La petite sœur explique que l'essence de leur mère attire les bêtes démoniaques, surtout celles de haut niveau. Sur ce, les bruits de nombreux pieds de gobelins commencent à se rapprocher, mettant le groupe sur les nerfs. Puis une horde de gobelins d'élite apparaît devant eux, menée par un rambet. L'un des monstres saute vers la famille, sage prête à frapper sans pitié. Impassible, le grand-père ordonne à ses subordonnés de s'occuper de la situation immédiatement. Et comme ça, la famille commence à combattre les monstres en utilisant leurs puissantes capacités élémentaires. Profitant de tout ce chaos, notre MC dit à sa sœur qu'il est temps pour eux de s'en aller. Alors, la fille court vers une falaise avec son petit frère dans ses bras. Sans hésiter, la sœur du MC saute de la falaise, plongeant à grande vitesse avec notre jeune héros. À cet instant, les yeux de la fille brillent intensément alors qu'elle active sa capacité spéciale. Utilisant son pouvoir du vent, elle commence à voler dans le ciel, emmenant son frère en sécurité. Notre MC demande quand elle a appris à voler, et elle dit que c'était une récompense du système. Surpris par cette révélation, notre perso principal est décontenancé et demande de quelle tâche il s'agissait. La fille révèle avec un sourire que la tâche du système était simplement de donner un bain à son frère. Dans un flashback, on voit qu'en terminant la mission, elle a reçu la technique de vol rare en récompense. Notre perso principal s'énerve, se demandant comment un système pouvait donner une récompense aussi géniale pour une tâche aussi idiote. La petite sœur rousse du perso principal se bat courageusement contre un serpent, le frappant avec son épée tranchante. Mais alors, un autre serpent énorme apparaît et attaque les autres chasseurs, brisant leur bouclier avec facilité. D'un coup puissant, la créature envoie valser l'un des chasseurs, brisant complètement sa garde. Au sol, la femme crie désespérément à son capitaine qu'ils ne peuvent plus continuer à se battre. Le capitaine du groupe confronte alors Quixiang, lui demandant pourquoi il les attaque de la sorte. Avec un sourire méchant, le traître dit qu'il aime entendre les cris de ses victimes. Le chef demande qui est son maître et dit que violer l'accord de la guilde est contraire à la loi. Le méchant répond que les lois ne sont que pour les faibles et les roturiers comme eux, et qu'il s'en fiche éperdument. Juste après, il se précipite vers le capitaine à grande vitesse, prêt à porter un coup. Mais au lieu de cela, il attaque l'une des chasseuses, la prenant au dépourvu avec son incroyable vitesse. Vaincue, la femme supplie son capitaine de la sauver de cet homme terrible et sans cœur. Sans aucune pitié, le traître la jette directement dans la gueule du serpent géant en guise d'en-cas. Le serpent géant dévore la chasseuse sans une once de pitié, juste devant tout le monde. Désespéré, le capitaine crie que la mission a échoué et dit à tout le monde de courir pour sauver leur vie. La rousse est paralysée de peur et de choc face à l'horrible scène dont elle vient d'être témoin. Aveuglé par la rage, le chef de groupe charge en avant avec son épée, criant qu'il va en finir avec le traître. Il déclenche une frappe puissante, mais le méchant bouge rapidement et esquive l'attaque avec facilité. En un instant, le traître contre-attaque et porte un coup direct au capitaine. Voyant son chef blessé, la jeune femme traite l'homme de monstre et se prépare à se battre. Elle lance alors un objet sur l'ennemi, essayant de gagner du temps. Mais le traître ne bronche même pas, car le rocher que la fille a lancé ne lui fait rien. Le coup déchire juste une partie de la chemise du traître. Le méchant dit que c'est dommage qu'il l'ait croisé ici parce qu'ils vont tous périr. Il se jette sur la fille, ses griffes acérées prêtes à frapper. Terrifiée, la jeune femme est entourée d'éclats d'une épée brisée. À la dernière seconde, le capitaine se jette devant elle, encaissant le coup fatal à sa place. Le chef tombe sans vie au sol alors que le traître l'ignore simplement et passe à autre chose. Le traître jette le corps du capitaine, qui est ensuite dévoré par le serpent géant. Désespéré,
La fille crie de terreur face à l'horrible scène dont elle vient d'être témoin. On voit le serpent géant dévorer le capitaine alors que des éclairs violets jaillissent de son corps. Le méchant regarde la fille et dit que c'est dommage parce qu'il voulait l'ajouter à sa collection. Il voulait la transformer en l'un de ses spécimens pour l'exposer comme un trophée. Avec sa main tachée de sang, il se prépare à attaquer la fille. Le méchant pose alors sa main sur son visage alors qu'elle pleure, complètement désespérée. Dans ces derniers instants, la fille appelle ses frères et sœurs, se demandant où ils sont. Soudain, une épée de foudre géante apparaît, et une voix dit qu'ils sont arrivés pour la sauver. Le traître se tourne et parvient à bloquer la puissante attaque avec son bras. La frappe provoque une explosion d'énergie jaune, mais le méchant la repousse simplement. La jeune femme lève les yeux avec surprise et appelle le nom de sa sœur, Y. Juste à ce moment-là, RMC et sa sœur atterrissent sur le sol, prêts pour la bataille. La fille reconnaît l'ancienne apparence du perso principal et l'appelle frère. Notre perso principal dit à sa sœur qu'il expliquera tout plus tard. Mais pour l'instant, ils ont un plus gros poisson à frire. Pendant ce temps, la rousse le regarde avec ce regard du genre, mais qu'est-ce qui se passe ici? Face au serpent, notre héros réalise que la bête a évolué en dévorant des éveillés. Quelque chose qui n'a jamais été enregistré auparavant. Au même moment, le méchant a l'air de se libérer de quelque chose alors que cette énergie jaune intense tourbillonne autour de lui. Avec une dernière poussée, il libère toute sa puissance d'un coup, brisant instantanément tout ce qui le retenait. Le méchant les regarde alors avec un ricanement, demandant si ce n'est pas le jeune maître et sa petite servante. Et juste comme ça, le trio de frères et sœurs fait face à son adversaire, prêt pour le combat qui va se dérouler. La rousse demande, totalement confuse, comment ils savaient pour elle et pourquoi ils avaient l'autre petite fille avec eux. Mais le méchant ignore simplement sa question et commence à comploter comment il va gérer cette nouvelle situation. Notre perso principal réalise alors que son ennemi n'est pas un idiot décérébré, mais en fait une personne assez perspicace. L'homme révèle son plan directeur, transformer la servante en une marionnette sans esprit et livrer notre perso principal à son patron. On voit ensuite les conséquences de la puissance du méchant, ayant éliminé plusieurs chasseurs sans pitié. De multiples armes faites d'énergie rouge apparaissent, planant au-dessus des chasseurs vaincus. Il est révélé que l'ennemi a un pouvoir de type métal, lui permettant de fusionner des armes avec son propre corps. Notre protagoniste analyse alors leur niveau de puissance et réalise que l'écart entre eux est tout simplement énorme. Mais alors, une idée jaillit dans l'esprit de notre protagoniste et ses yeux s'illuminent. Il se tourne vers ses sœurs et leur dit d'écouter attentivement et de suivre son exemple. De l'autre côté, l'adversaire se prépare à se battre alors qu'une énergie étrange rayonne de lui. Le méchant lance une attaque rapide comme l'éclair avec ses griffes, visant directement notre perso principal. Voyant le danger, ses sœurs sautent en arrière, et il se prépare à contrer. Il active alors son éveil de type foudre divine, libérant une immense énergie jaune. Notre protagoniste utilise son pouvoir pour esquiver les attaques du méchant à une vitesse fulgurante. Le méchant est stupéfait quand il voit la technique du gamin, la reconnaissant comme un mouvement interdit. Il se souvient alors qu'il y a quelque temps, il a vaincu quelqu'un qui utilisait exactement la même technique. Dans ses souvenirs, il se remémore l'affrontement contre la vie passée de notre protagoniste. Faisant le lien, il réalise qui est le gamin et commence à rire de l'incroyable coïncidence. Cependant, le corps d'enfant de notre perso principal ne peut pas supporter autant de puissance et commence à faiblir. Sachant qu'il n'a qu'une seule chance, il crie les noms de ses sœurs pour lancer le vrai plan. Le méchant entend un bruit et tourne brusquement la tête vers le son. À ce moment-là, la sœur rousse apparaît, tenant un rocher géant, prête à écraser l'ennemi. Sans hésiter, la fille lance l'énorme rocher droit sur le méchant. Mais l'ennemi esquive l'attaque avec facilité, et le rocher se brise sur le sol à cause de l'impact. Il remarque alors un son étrange et une traînée d'énergie verte, se déplaçant rapidement sur le sol. L'homme se met immédiatement en alerte, voyant l'énergie arriver, prêt à tout. Soudain, une gigantesque tempête de vent et de poussière se forme juste devant lui. Celle qui est derrière cette attaque est l'autre sœur, utilisant son pouvoir du vent. Même à l'intérieur de la tornade, l'adversaire reste imperturbable, disant que ce ne sont que des tours bon marché. Saisissant la distraction, notre protagoniste concentre son pouvoir et crée une lance de foudre pleine puissance. Utilisant une technique martiale divine, il lance l'arme de toutes les forces qui lui restent. Le méchant se retourne, surpris, et maudit notre perso principal d'être si rusé alors qu'il se prépare à l'impact. La lance de foudre frappe le méchant en plein tête, le blessant grièvement à l'impact. L'attaque est si puissante qu'elle traverse l'adversaire et continue sa course vers le ciel. L'énergie de la lance provoque une explosion massive, laissant une traînée de destruction dans la forêt. Épuisé, RMC s'effondre, et sa sœur commence immédiatement à le gronder pour avoir utilisé une manœuvre aussi imprudente. Sur ce, les deux filles veillent sur lui, super inquiètes de son état après s'être autant surpassées. Même s'il est blessé, le méchant se contente de sourire et de dire que cela n'a pas d'importance, car il va protéger le jeune maître des deux petites filles. Avec un sourire effrayant, il révèle une lame acérée, prêt à tout donner à nouveau. Sans perdre de temps, il se précipite vers les deux filles à grande vitesse pour en finir avec elles. La servante crie un avertissement et saute devant la fille aux cheveux roux pour la protéger de l'attaque ennemie. Avec un coup brutal,
il frappe directement la fille aux cheveux blancs avec une force incroyable. L'impact la fait voler, et elle finit par s'écraser violemment contre un arbre. Le méchant fixe ensuite l'autre jeune femme et lui dit de ne pas s'inquiéter, son tour arrive bientôt. Il transforme ses mains en lames acérées et se prépare pour sa prochaine attaque impitoyable. Avec ses lames, il cloue la jeune femme au sol et lui dit d'être un bon appât pour ses plans. Mais un éclair jaune jaillit et dévie l'attaque, sauvant la fille à la toute dernière seconde. L'ennemi vise ensuite le protagoniste, prêt à le transpercer avec son petit poignard. Il serre l'arme fermement et la rabaisse, ayant pleinement l'intention d'en finir avec le garçon ici même. La lame perce alors le dos de RMC, le blessant gravement. Le méchant l'envoie voler pendant que la sœur aux cheveux roux regarde, complètement désespérée. La fille réussit alors à se libérer, attrape son frère blessé et s'enfuit. Le méchant serre le poing, demandant pourquoi notre perso principal est si pressé de rencontrer son créateur. Mais notre protagoniste, blotti dans les bras de sa sœur, répond qu'en fait, c'est l'ennemi qui est sur le point d'être abattu. Avec l'œil en sang, l'adversaire est furieux du culot du petit. Soudain, une silhouette apparaît dans le ciel, criant et le traitant de bâtard ingrat, pour avoir osé attaquer son maître. C'est le grand-père de notre perso principal, qui le regarde avec des yeux de rage pure. Le méchant comprend alors que l'attaque flashée plus tôt était en fait un signal pour attirer l'attention de la famille. Se contente de sourire, confirmant le plan intelligent qu'il a concocté. Flashback un peu, la famille arrive sur le lieu du combat, et le majordome dit que le jeune maître a disparu. Le père se plaint que l'enfant puisse déjà marcher, et le majordome l'informe que la servante a également disparu. Furieux, le chef de famille crie à ses hommes de se dépêcher et de les retrouver tous les deux. Juste à ce moment-là, il repère la traînée de lumière de l'attaque de notre perso principal et savent exactement où aller. Le grand-père utilise alors son pouvoir de la foudre et vole à toute vitesse vers le signal. Arrivé sur les lieux, le grand-père évalue immédiatement la situation, et le méchant commence à paniquer. Il pense alors que sa seule chance est de capturer le protagoniste pour l'utiliser comme otage. Il charge à toute vitesse sur les frères et sœurs pour essayer de les attraper. Mais la sœur aux cheveux roux sort un bâton et se prépare à contrer, attaquant pour protéger son frère. Elle déclenche un coup puissant sur l'ennemi qui ne s'y attendait absolument pas. L'homme est stupéfait par l'attaque de la fille et la regarde avec une rage pure. Tout d'un coup, le père du protagoniste apparaît, furieux, et traite le méchant d'inutile pour ses échecs. Il attaque alors le méchant qui tente de fuir, affirmant que ce n'était pas de sa faute. Cependant, l'homme finit par être acculé par l'une des bêtes géantes de la région sans plus d'endroit où courir. Sans pitié, la créature l'attaque tous en même temps, lui donnant zéro chance de s'échapper. Après cela, le serpent commence à évoluer, se transformant en une puissante créature dorée. Le majordome se précipite vers les enfants et dit que notre perso principal va bien, malgré la blessure qu'il a subie. Le grand-père félicite les filles et dit que le serpent est maintenant prêt pour qu'elle récolte son trésor rare. Et c'est là que ça le frappe, les familles nobles utilisent des civils pour nourrir et faire évoluer ces bêtes. Sur ce, le grand-père et son fils se préparent à affronter la puissante créature dorée qui a émergé. L'affrontement entre eux génère alors une gigantesque explosion d'énergie rouge. À travers l'affrontement entre eux déclenche une gigantesque explosion d'énergie rouge qui déchire toute la forêt. De la fumée, deux silhouettes émergent alors que les enfants regardent tout se dérouler à une distance sûre. Notre héros fait alors le lien entre les deux, les familles nobles utilisent des civils pour nourrir et faire monter de niveau ces bêtes. Juste après que grand-père et papa se préparent à se battre avec la puissante créature dorée qui vient d'apparaître, il mentionne alors que cette récolte était bien meilleure que ce qu'il s'attendait à obtenir ce jour-là. Grand-père ordonne au majordome d'emmener les deux filles collecter les matériaux restants pour l'entrepôt. Dans sa tête, le vieil avare complote déjà de mélanger les articles minables avec de la ferraille pour les vendre aux chasseurs moyens. Et pour les articles de haute qualité, il veut faire monter les prix et faire payer le prix fort aux escadrons de première ligne. Il remet ensuite le sac de poison à son fils pour qu'il l'utilise et crée de nouvelles relations importantes. Pendant ce temps, le père de notre gars regarde juste avec un sourire narquois plaqué sur son visage. Grand-père remet la corne de serpent d'argent pour qu'elle soit emmenée à la salle des ventes. Quant aux écailles, il dit qu'il va les transformer en trésors protecteurs pour son précieux petit-fils. En entendant tout cela, notre protagoniste a l'air perplexe, complètement confus par leurs actions. Sur ce, le majordome s'incline devant son maître et accepte de suivre tous ses ordres. Cependant, le père de l'enfant intervient et demande à son père de lui remettre l'essence du roi serpent. Grand-père grogne, disant qu'il a une excellente femme, et qu'il serait préférable que son fils partage avec lui. Juste à ce moment-là, la mère du protagoniste s'approche, tandis que ses sœurs regardent à l'arrière-plan. Le père de notre héros est choqué par sa présence et se contente de la regarder, incapable de réagir. Son expression se transforme alors en colère, et il serre les dents fort. Dans les bras de sa sœur, le protagoniste se retourne et regarde l'homme avec une expression très sérieuse. Grand-père lance alors l'essence de serpent au majordome, qui l'attrape en plein vol avec aisance. Tenant la sphère d'énergie, le majordome est émerveillé par la puissance qu'elle irradie actuellement. Le chef de famille dit que son fils aîné évolue et que cela sera utile. Agenouillé, le majordome le remercie pour sa générosité et promet une loyauté éternelle à la famille. Quelques jours passent, et nous voyons le luxueux manoir du clan Lu sous un ciel étoilé.
Dans la pièce, notre héros tient un pendentif pendant que sa sœur l'informe que Xuan est maintenant sa servante. Et juste comme ça, les deux sœurs apparaissent vêtues d'uniforme de servante et lui sourient. Il regarde alors le pendentif, et un message du système l'informe qu'il a reçu un objet défensif de rang A. Voyant son expression, l'une des filles demande avec inquiétude ce qui ne va pas chez son frère. Soudain, les yeux du garçon brillent et il frappe le pendentif avec son pouvoir de foudre. Il utilise sa capacité de foudre pour essayer de surcharger le pendentif. Une énorme explosion d'énergie jaune jaillit alors de la fenêtre de sa chambre. Les deux sœurs regardent notre héros, complètement choqués par cette démonstration de puissance. Malgré la décharge électrique, le pendentif reste complètement intact, sans une seule égratignure. Il pense que cette petite expérience confirme que les bêtes évoluent si elles dévorent des éveillés. Notre protagoniste comprend que les familles nobles utilisent les gens ordinaires comme appât pour leurs combines. De cette façon, ils mettent la main sur des ressources et de l'équipement puissant auxquels les faibles n'auraient jamais accès. Mais ce qu'on enseigne à l'académie, c'est que les nobles risquent leur vie pour protéger les sans pouvoir. Se souvenant de toute cette hypocrisie, notre protagoniste se met en colère et serre les poings. Les sœurs demandent alors si l'information est vraiment si puissante. Il se tourne et explique qu'il commence seulement maintenant à comprendre à quel point un manque d'information est dangereux. Il dit alors qu'à partir de maintenant, ils doivent utiliser la famille Liu pour recueillir plus d'informations. Avec un regard déterminé, les deux filles acceptent de suivre le plan de leur jeune frère. Un moment, notre héros demande à Xuan pourquoi elle était avec cette équipe divine. Elle hésite à répondre, et l'autre sœur intervient en disant qu'elle veut savoir pourquoi son propre pouvoir est si fort. La sœur aux cheveux roux est sans voix, et l'autre la regarde fixement. Ensuite, le protagoniste pose des questions sur l'autre sœur nommée Sansan, et la jeune femme se crispe. En entendant le nom de l'autre fille, la jeune femme est complètement choquée. Les larmes aux yeux, elle essaie d'expliquer ce qui est arrivé à Sansan. Elle s'effondre alors sur le sol et se met à pleurer à chaudes larmes, incapable de s'arrêter. À ce moment-là, le protagoniste lui couvre la bouche et l'avertit qu'on ne peut pas pleurer fort ici. Après s'être calmée, elle s'assoit sur le lit, encore très secouée par la situation. Elle commence à expliquer ce jour-là. Yi est sorti chercher leur frère et n'est jamais revenu. Dans un flashback, nous voyons une petite Xuan affamée regarder un morceau de gâteau. Sa main s'étend pour saisir la cerise sur le dessus du gâteau. Elle a l'air triste, attendant que ses frères et sœurs rentrent à la maison. Elle décide alors d'aller chercher son frère Yi pour qu'il puisse rentrer à la maison plus tôt. Alors, Xuan commence à fouiller dans la maison sombre, appelant le nom de Sansan. Effrayée, elle court dans le couloir sombre et demande à sa sœur d'arrêter de jouer. De retour dans le présent, le garçon est choqué d'apprendre que Sansan s'est enfui de chez elle. Elle explique que depuis le toit, elle a vu que la marée de bêtes était causée par une mauvaise personne. Notre héros demande si la marée de bêtes n'est pas censée être une catastrophe naturelle incontrôlable. Dans ses souvenirs, elle cherchait désespérément Sansan sur les toits de la ville. Elle essayait alors d'ouvrir une porte, suppliant la petite de sortir de là rapidement. Juste à ce moment-là, elle regarde sur le côté avec une expression de pure peur et d'inquiétude. Sur le toit, elle a aperçu un homme mystérieux tenant un bâton sous la pleine lune. Le visage de l'homme était caché dans l'ombre, mais ses yeux brillaient d'une intense lumière rouge. Il a ensuite levé son bâton qui a commencé à briller d'une énergie puissante. Sur ce, il a claqué le bâton sur le sol, libérant une vague d'énergie massive. Un énorme cercle magique rouge s'est alors formé sur le sol, illuminant toute la zone. Le cercle a ensuite tiré un faisceau de lumière rouge qui est monté vers le ciel sombre. Le faisceau a percé un trou dans le ciel, créant un portail rouge. Un œil reptilien géant est apparu dans le portail, et Xuan était absolument terrifié. Un instant plus tard, le mystérieux portail rouge s'est simplement matérialisé dans le ciel nocturne. Et de là ont émergé plusieurs bêtes démoniaques rouges, prêtes à faire des ravages dans la ville. Les larmes aux yeux, Xuan est complètement terrifiée rien qu'en se souvenant de cette scène. Dans ses souvenirs, elle était toute seule et entourée d'énormes bêtes démoniaques rouges. Du portail dans le ciel, d'innombrables créatures se sont déversées, attaquant tous ceux qui étaient en vue. Elle a expliqué qu'elle était poursuivie par un loup démon lorsqu'un panneau est apparu. Le système l'a alors informé qu'elle avait éveillé un pouvoir divin de culture du corps. Suivant les ordres du système, elle a fait un saut incroyable entre deux bâtiments pour s'échapper. De retour dans le présent, elle leur dit qu'elle a couru jusqu'à ce qu'elle trouve l'équipe de subjugation qui l'a recueillie. Notre protagoniste est stupéfait qu'un autre système soit apparu et par tous les miracles qui leur arrivent. Il dit que s'ils ont tous des systèmes, Sansan pourrait en avoir un aussi et pourrait encore être en vie. Notre héros est d'accord et dit qu'ils utiliseront le réseau de la famille Liu pour trouver des indices sur elle. Soudain, Xuan dit qu'elle a reçu une tâche du système avec une récompense. Sans aucun avertissement, elle prend son frère dans ses bras, le laissant complètement surpris. Il est terrifié et se demande si cela va lui arriver à nouveau. Les deux sœurs s'enfuient avec enthousiasme parce que la mission du système est de donner un autre bain à leur frère. Les deux sœurs courent avec enthousiasme à travers le manoir avec notre MC qui hurle à plein poumon à propos de leur système loufoque. Et juste comme ça, ils atteignent une salle de bain massive et luxueuse pour commencer la mission qui leur a été confiée. La rousse soulève alors notre petit gars dans les airs, commentant à quel point il est mignon, tandis que l'autre est totalement d'accord.
Sa sœur continue les taquineries, semblant trouver toute la situation assez hilarante. Cela laisse notre garçon complètement mortifié, et il se met à hurler à plein poumon par pur embarras. Maintenant dans la baignoire, l'une des sœurs lui lave les cheveux tandis que l'autre le regarde avec un sourire. Les deux semblent s'amuser comme des folles, éclaboussant de l'eau partout pendant le bain du jeune maître. Après le bain, elles le tiennent et commentent quel bon petit garçon il a été, mais il se plaint qu'elles ont changé. Soudain, la sœur aux cheveux roux s'arrête net, une expression très nerveuse envahissant son visage. Voyant sa réaction, notre MC demande avec inquiétude ce qui s'est passé pour qu'elle ait l'air comme ça. Elle pointe alors du doigt avec un regard terrifié sur son visage, révélant que la marée de bêtes a été causée par cette personne. Le protagoniste et son autre sœur sont complètement abasourdis par la révélation qu'ils viennent d'entendre. Ailleurs, nous voyons le majordome marcher aux côtés d'un homme avec une cicatrice sur le visage. En zoomant, nous obtenons un meilleur aperçu du visage de l'homme, qui a un regard très sérieux et intimidant. Dans un flashback, la fille voit le même homme sur un toit, utilisant un bâton pour créer la marée de bêtes. Dans sa mémoire, l'homme crée un énorme cercle magique rouge qui déchire le ciel. De ce portail, un œil reptilien géant apparaît, laissant la fille absolument terrifiée. Alors, notre perso principal annonce qu'il est le fils du futur chef de famille et leur dit de ne pas paniquer. Sur ce, les trois continuent dans le couloir, tandis que les deux hommes avancent. Notre perso principal les regarde avec une expression sérieuse et méfiante alors qu'ils passent. Alors qu'ils passent devant lui, la sœur aux cheveux roux devient extrêmement nerveuse et ne peut cacher sa peur. L'homme à la cicatrice remarque la réaction de la jeune fille, mais ne dit pas un mot. S'approchant, les deux sœurs saluent le majordome avec des sourires forcés. Le majordome s'incline ensuite devant notre perso principal en s'adressant à lui respectueusement, « Maître ». Le protagoniste les regarde s'éloigner dans le couloir avec un regard très sévère. Ils arrivent à une porte, et le majordome annonce que J.O. King est revenu voir le maître de maison. Notre perso principal réalise que c'est la salle de réunion et décide d'écouter leur conversation. Sa sœur s'inquiète et demande si elles ne vont pas être découvertes là. Mais il lui dit de ne pas s'inquiéter, semblant avoir un plan en tête pour ça. Avec le plan en marche, il se faufile plus près de la porte. Le protagoniste fait alors irruption dans la pièce avec ses sœurs, et un garde crie qu'il ne peut pas entrer. À l'intérieur, son grand-père est assis à son bureau avec les deux hommes, qui regardent la scène avec surprise. Les sœurs s'inclinent et s'excusent désespérément, disant qu'elles n'ont pas pu retenir notre perso principal. Mais le petit gars ignore tout ça et court les bras grands ouverts, appelant son grand-père. Le chef de famille renvoie les autres et dit à son petit-fils de venir à lui avec un sourire. Avec notre perso principal sur ses genoux, il parle du pouvoir de la famille et pose des questions sur les nouvelles marées de bêtes. Le majordome et l'homme à la cicatrice écoutent attentivement les ordres du maître. L'homme rapporte ensuite qu'ils ont déjà trouvé de nouveaux groupes de bêtes et qu'ils pourraient attaquer à tout moment. En entendant ça, notre jeune héros se met en colère, réalisant que l'académie ment et envoie les élèves directement dans une zone dangereuse. Dans un flashback, on voit un professeur dire que les marées sont une catastrophe naturelle et que les éveillés sont des protecteurs. Le majordome dit qu'il a déjà pris des dispositions pour que la guilde publie des missions avec des récompenses élevées, attirant de nombreuses équipes. Le grand-père félicite l'homme, disant que sa famille a servi la leur pendant 3 générations, et il en est très satisfait. Le majordome fait alors un geste à l'homme à la cicatrice, qui semble comprendre le message immédiatement. Sans une seconde pensée, l'homme s'agenouille sur le sol et dit que c'est un honneur de travailler pour la famille Liu. Le majordome le remercie pour le cadeau qui a aidé son fils à atteindre le rang B maximal et exprime sa gratitude pour la gentillesse du maître. Le chef de famille sourit et leur ordonne de procéder au plan de la marée de bêtes comme il l'avait prévu. L'homme reste agenouillé et accepte l'ordre de son maître sans question. Le grand-père leur ordonne également de préparer du matériel coûteux et des services de divertissement pour les survivants. On voit un flashback d'un gars qui ressemble à une version plus jeune du grand-père de notre perso principal, se détendant dans une source chaude avec plusieurs filles tandis qu'une servante regarde de loin. Le majordome s'incline devant son maître et accepte tous les ordres donnés sans hésitation. La nuit tombe et on voit l'énorme et luxueux manoir de la famille Liu sous le clair de lune. De retour dans la pièce, notre perso principal explique le plan de la famille à ses sœurs pour ouvrir des portails et utiliser les gens comme appât. Il dit qu'ils utilisent les éveillés pour combattre les bêtes, ce qui leur permet de rassembler des tonnes de ressources précieuses. Sa sœur est indignée et demande comment ils peuvent être si cruels, se demandant si ces gens ne sont pas considérés comme humains. Notre perso principal explique alors que pour les nobles, ils sont les seuls humains, et que tous les autres ne sont que du bétail. La sœur aux cheveux roux suggère de parler du plan à tout le monde, mais notre jeune homme l'interrompt. Il dit que même s'ils disent la vérité, personne ne les croira. Cela les laisse inquiètes, et elles demandent à leur frère ce qu'elles devraient faire maintenant. Notre perso principal déclare alors qu'ils vont éliminer les voyous de la famille Liu et arrêter la marée de bêtes. Il appelle ensuite ses deux sœurs plus près de lui pour expliquer le plan. Les deux filles se penchent pour entendre ce qu'il a à dire. Chuchotant, il leur raconte son plan, et elles écoutent avec toute leur attention. Le garçon demande si elles ont tout compris, et les deux acquiescent en confirmation. Mais elles sont toujours inquiètes, demandant si elles peuvent vraiment vaincre un ennemi aussi fort.
Notre perso principal dit qu'ils ont 3 semaines pour se préparer car le plan démarre à la fin du mois. Il lève son biberon et dit qu'ils doivent se renforcer, mais sa sœur est totalement confuse quant à la façon de faire. À ce moment-là, notre jeune héros et ses mèches blanches échangent un regard entendu. Sans attendre, il met le biberon dans la bouche de l'autre sœur, qui est prise par surprise. Elle boit le lait et est choquée de sentir son pouvoir monter en flèche sans même s'entraîner. Notre perso principal s'enfuit alors, disant qu'il va aussi manger un morceau pendant qu'elle finisse le lait. La mère de notre perso principal médite paisiblement lorsqu'elle est soudainement interrompue par son fils. Elle se plaint alors que son appétit ne cesse de croître, le traitant de petit morveux pour ne jamais être satisfait. 3 semaines plus tard, notre perso principal se demande s'il a atteint sa limite en regardant un écran de système. Le système l'informe d'une nouvelle compétence, et il se demande s'il peut être reborn dans un autre. Il se demande s'il peut revenir à son état actuel sans avoir à, vous savez, passer encore 9 mois dans le ventre de sa mère. De plus, notre jeune homme réalise qu'il peut utiliser sa nouvelle compétence comme méthode d'attaque. Une illustration montre comment sa nouvelle technique peut être utilisée pour attaquer directement ses ennemis. Juste à ce moment-là, ses sœurs font irruption dans la pièce avec excitation, disant que tout est prêt. Réunis dans la pièce, les 3 frères et sœurs commencent à discuter de leur plan pour arrêter les ennemis qui approchent. Dans une autre scène, la sœur aux cheveux blancs chuchote qu'elle a déjà déterré tout ce qu'il y a sur l'homme nommé Jio Chung. Elle révèle qu'il est un maître de l'éveil divin et l'un des meilleurs diplômés de sa classe à l'académie. Ensuite, une autre servante leur dit de se calmer, les avertissant du danger que cet homme représente. De retour à la réunion des frères et sœurs, la sœur aux cheveux roux intervient, disant qu'elle a également découvert des informations importantes sur lui. Apparemment, le Seigneur lui a donné une essence de vie de haut niveau, le poussant au sommet du rang B. En entendant cela, la plus jeune sœur réalise qu'il est beaucoup plus fort que le dernier ennemi qu'elles ont affronté ensemble. Lancé évalue ensuite son propre pouvoir, notant qu'il n'a atteint que le stade initial du rang C. Il mentionne que Xuang a atteint le sommet du rang D en 3 semaines, mais même ensemble, ils n'ont toujours aucune chance. Mais la rousse se réveille, leur disant de ne pas s'inquiéter car elle a débloqué une nouvelle compétence après lui avoir donné un bain. Les 2 sœurs sont super excitées et demandent quel genre de pouvoir elle a réussi à éveiller. Avec un sourire suffisant, la jeune fille dit que sa nouvelle technique a un nom vraiment cool et épique. Elle prend ensuite une pause et crie que le nom de la compétence est Blue Thirsty Rush. La sœur aux cheveux est impressionnée par le nom, tandis que notre perso principal a l'air un peu gêné. Avec confiance, elle explique que la technique la rend 5 fois plus forte pendant 30 secondes. Elle se vante qu'avec son nouveau pouvoir, un seul coup de poing suffira à envoyer l'ennemi voler à l'autre bout de la planète. Emballée, elle commence à faire de la boxe dans le vide pendant que son autre sœur applaudit avec enthousiasme. Notre perso principal esquisse un sourire confiant. Il a déjà une idée du plan, mais il ne peut s'empêcher de se demander pourquoi le système leur a donné des compétences aussi impressionnantes juste pour lui avoir donné un bain. Il s'inquiète quand même car leur pouvoir pourrait ne pas suffire à vaincre l'ennemi. Voyant l'inquiétude de son frère, la rousse demande quelles informations il a réussi à recueillir pour le plan. MC affiche alors un sourire très suffisant avant de révéler son grand secret. Il dit que ces infos sont cruciales et qu'il a découvert que l'ennemi sera actif dans la ville à 1 heure du matin. On voit ensuite MC surprendre l'homme à la cicatrice en train de dire à son grand-père que tout est prêt pour son attaque à 1 heure du matin. En entendant cela, la sœur aux cheveux roux est complètement abasourdie par la révélation. Elle commence à paniquer, disant que c'est exactement là où se trouve la base du groupe d'éveil divin. Elle crie alors que le commandant est en danger et s'enfuit pour avertir les autres de l'attaque. Mais notre jeune héros l'arrête, en lui saisissant le bras et en utilisant un peu de son pouvoir de foudre pour la retenir. Il lui dit alors de ne pas être si précipité car ils ont encore le temps d'agir et de sauver tout le monde. Avec un regard déterminé, il déclare qu'il a déjà un plan pour vaincre Jok Chung. Les 2 sœurs sont super excitées et lui demandent s'il a vraiment déjà un plan. Notre jeune héros se penche alors et commence à murmurer les détails de sa stratégie secrète. Il dit avec confiance qu'ils ont plus qu'assez de temps et que ce soir, ils vaincront Jio Chung. Les 2 sœurs sont d'accord, prêtes pour la mission. La nuit tombe sur la ville et une pleine lune illumine la scène pour l'opération qui est sur le point de commencer. L'horloge au mur sonne minuit, indiquant que l'heure de l'embuscade approche. Vêtus de noir et masqués, les 3 frères et sœurs se préparent à commencer l'opération. Quelqu'un mentionne que l'ennemi a une compétence puissante appelée fouet divin. Cette technique lui permet de transformer ses bras en fouet, en la combinant avec l'amélioration de son corps. Grâce à ce pouvoir, il est capable de briser même les armures métalliques les plus résistantes. Notre trio de héros saute alors d'un toit, commençant leur infiltration nocturne. Ils planent dans le ciel nocturne avec la pleine lune en arrière-plan. Descendant vers un bâtiment, l'un d'eux signale qu'ils ont trouvé un signal et que la cible est là. La sœur aux cheveux blancs remercie ses camarades du groupe Grenade pour leur avoir fait gagner du temps. En regardant vers le bas, ils aperçoivent le bâtiment où brille une lumière, indiquant l'emplacement de l'ennemi. Se faufilant le long du côté du bâtiment, le trio s'approche furtivement de sa cible. Il se cache alors derrière un mur et observe l'ennemi à distance. Sur le toit, l'homme tient un bâton qui brille d'une énergie rouge. L'une des sœurs se prépare à attaquer, mais MC l'arrête, lui disant d'être calme et patiente.
Le méchant commence alors à concentrer une quantité massive de pouvoir dans son bâton. Ce faisant, des éclairs rouges crépitent de larmes alors qu'il se prépare à libérer toute son énergie. Voyant l'occasion parfaite, MC crie à ses sœurs d'attaquer maintenant. Sur ce, la rousse frappe le sol, arrachant un énorme morceau de béton du sol. Elle lance la dalle de toutes ses forces vers son adversaire. L'homme esquive facilement l'attaque, mais la pierre lui effleure quand même le visage. L'impact du coup le laisse stupéfait pendant un bref instant. Furieux de l'attaque surprise, il crie, demandant qui ose le frapper. Il regarde fixement le trou que le projectile a laissé dans le mur derrière lui. À ce moment-là, l'autre sœur profite de la distraction pour arracher le bâton de l'ennemi. Réalisant ce qui s'est passé, le méchant se retourne furieux et se prépare à attaquer la jeune fille. Le méchant utilise alors sa capacité de fouet divin, frappant avec son bras transformé. Le membre allongé se dirige vers la jeune fille à grande vitesse, mais elle utilise sa jambe pour dévier le coup et le bâton pour s'éloigner de lui. Sur ce, la sœur lance l'arme loin de l'ennemi de toutes ses forces. L'adversaire se tourne et voit le bâton voler dans les airs. Le méchant utilise sa capacité de fouet divin pour essayer de récupérer son arme. Soudain, un éclair jaune apparaît, se dirigeant vers le méchant avec une immense puissance. L'homme panique, réalisant qu'il est trop tard pour échapper à l'attaque. Puis, la foudre frappe directement, provoquant une explosion massive d'énergie. Voyant le résultat, MC dit à sa sœur qu'ils l'ont touché de plein fouet. Mais l'ennemi sort de la fumée, le bras complètement brûlé, et leur crie dessus avec rage. MC et sa sœur sont complètement choqués de voir qu'il a survécu à l'attaque. Le méchant les menace, disant qu'il leur fera regretter le jour de leur naissance. Sans perdre une seconde, l'adversaire se jette sur le trio, prêt à se battre. Notre jeune héros recule alors et crie à ses sœurs de passer au plan B. Tenant l'arme de l'ennemi, la sœur aux cheveux blancs se prépare pour le prochain mouvement. Elle fait ensuite tourner le bâton avec une force immense, se préparant pour la prochaine partie du plan. À ce moment-là, elle lance le bâton vers son frère. MC attrape le bâton juste au moment où la rousse et le méchant s'affrontent, libérant leurs auras de combat. Les frères et sœurs sautent dans la mêlée pour sauver la chasseuse aux cheveux roux qui avait de sérieux problèmes avec un groupe de monstres. La jeune fille commence à égaler la force de l'homme en allant au corps à corps avec lui. Il est époustouflé par la puissance de la jeune fille et se demande qui sont ses enfants pour être si forts à un si jeune âge. Cependant, Kuyun n'est pas le moins du monde déconcerté. Juste à ce moment-là, notre personnage principal sort le sceptre rouge et prépare une compétence sérieusement puissante. Puis, le petit gars invoque un éclair massif du ciel, crépitant d'une énergie dévastatrice et accablante. Le traître n'a absolument aucune idée de ce qui se passe et se demande ce qu'est cette compétence bizarre. Sur ce, un portail rouge s'ouvre dans le ciel, et des griffes démoniaques commencent à en sortir. Le garçon repère le danger et crie à tout le monde de sortir de là immédiatement avant qu'il ne soit trop tard. Kuang pousse alors la jeune fille, la faisant tomber au sol. Juste après, notre héros lance un biberon, l'envoyant droit sur l'homme de main. L'homme bloque la bouteille, mais elle éclate à l'impact, le trempant complètement dans le lait. Kyu-Young est juste déconcerté, essayant de comprendre pourquoi il vient d'être attaqué avec un biberon. Une bête rouge apparaît, et le méchant rit, disant qu'ils l'ont aidé à terminer sa mission comme un groupe de crétins. Mais dans le ciel, une lumière jaune commence à briller, et le traître lève les yeux, intrigué. Soudain, un rayon d'énergie dorée passe en trombe et frappe la bête qui venait de mordre Kyu-Young. Mais il se débarrasse facilement de la bête. Kyu-Young dit que puisqu'ils l'ont aidé à terminer sa mission, il va s'en aller. Juste à ce moment-là, l'homme réalise qu'il est tombé dans un piège alors que des flèches d'énergie bleue commencent à voler vers lui. Une meute de loups rouges charge également dans sa direction. Le traître ricane alors, demandant s'il pense vraiment que cela suffira à l'arrêter. Sur ce, les loups se jettent sur lui pendant qu'il esquive les flèches d'énergie. Notre personnage principal regarde le sbire se rapprocher pour une attaque directe. Les deux filles regardent, inquiètes. Kuang se précipite à grande vitesse pour attaquer notre garçon, avec les loups sur ses talons. Sur notre garçon. L'ennemi rit et dit que le gamin ne peut pas le tromper avec une astuce aussi pathétique. Kyung avait mené la meute droit vers notre garçon. Les filles crient de désespoir pour leur frère, qui est sur le point d'être attaqué par les animaux. Mais notre héros leur crie de ne pas s'approcher et de rester à l'écart du combat. Le méchant est intrigué quand il entend la voix du garçon, se demandant où il l'a déjà entendu. Sur ce, il se tourne pour regarder le petit gars essayant de replacer cette voix familière. Le traître est absolument stupéfait quand il reconnaît enfin la voix du personnage principal. Et juste comme ça, les loups ignorent le garçon et sautent directement sur Kyu-Young. Kyu-Young crie en demandant pourquoi les loups ne chassent que lui et pas le gamin aussi. Kyu-Young invoque alors un bouclier d'énergie violette pour se défendre et riposter contre les loups. Les loups attaquent et il se défend. Cependant, ils sont tout simplement trop nombreux, et les choses se compliquent de plus en plus jusqu'à ce que les monstres finissent par le terrasser. Le petit personnage principal retire son sceptre du sol. L'éclair rouge dans le ciel disparaît, et au sol, il ne reste que les restes de Kyung que les loups doivent nettoyer. Les sœurs accourent, inquiètes, appelant notre garçon qui est complètement épuisé. À ce moment-là, la meute de loups rouges tourne son attention vers notre garçon. Les deux filles sautent immédiatement devant le petit gars pour le protéger. Elles disent à leur frère de leur laisser le reste. La sœur en rouge crie avec enthousiasme,
appelant le vice-capitaine qui vient d'arriver pour aider. D'en haut, une femme aux cheveux violets descend avec son équipe, prête au combat. Notre garçon dit avec soulagement que la mission est terminée, et qu'ils peuvent enfin rentrer chez eux. Le lendemain, dans une luxueuse demeure, quelqu'un hurle à plein poumon. Grand-père est debout, furieux, tandis qu'un autre gentilhomme est agenouillé. Le serviteur est en larmes, implorant le grand-père de notre garçon de lui pardonner, disant qu'ils ont échoué dans leur devoir. Le patron hurle que Jio Xing a tout gâché à un moment critique, le rendant encore plus furieux. Le majordome demande au maître de se calmer, disant qu'il va tout enquêter et fournir une explication. Avec une main tremblante, l'homme plus âgé semble se détendre un peu, mais il est toujours incroyablement énervé. Le maître dit que la famille Liu vengera la chute de son fils, et qu'il ne pardonnera pas aux traîtres. Le serviteur remercie le patron et promet qu'il fera tout pour découvrir qui est derrière l'attaque. Juste à ce moment-là, une femme ouvre la porte et appelle le majordome, qui est toujours agenouillé sur le sol. La mère de notre garçon se plaint que le bébé a plus faim qu'avant et qu'elle avait prévu d'aller faire du shopping. Grand-père rit et dit qu'il est normal qu'il mange plus puisqu'il est un garçon en pleine croissance. Il continue, disant que le petit garçon est l'espoir pour l'avenir des deux familles. Grand-père mentionne alors que quelques familles ont demandé à organiser un mariage pour l'enfant. La mère est surprise se demandant comment son fils est déjà si populaire auprès des autres familles. Grand-père explique que la réputation du garçon s'est répandue et qu'il doit s'occuper de cette affaire dès que possible. Le personnage principal est choqué se demandant quel genre de schéma de mariage bizarre c'est. Les deux filles surprennent la conversation et sont stupéfaites par la nouvelle des fiançailles de leur frère. Notre petit gars ferme les yeux et hoche la tête, confirmant que ce qu'ils ont entendu est vrai. Les sœurs ne semblent pas trop heureuses de la nouvelle de ses fiançailles. La fille aux cheveux blancs demande s'il va épouser les descendants de ces méchants. Notre garçon sourit et dit qu'il ne les abandonnerait jamais, et qu'il ne veut de toute façon pas de ces morveux gâtés. Les filles sourient, soulagées et heureuses d'entendre sa promesse. Dehors, des familles nobles arrivent au manoir, apportant des cadeaux pour les fiançailles. Le majordome organise les préparatifs, donnant des ordres pour s'assurer que tout soit parfait pour l'événement. La mère du personnage principal se plaint auprès de grand-père, disant que le majordome aurait pu tout gérer lui-même. Le grand-père dit que son propre fils inutile ne peut pas gérer ses affaires, elle doit donc apprendre à être la matriarche. À ce moment-là, une servante se précipite dans le couloir en direction du majordome. La jeune femme s'approche du serviteur et lui chuchote à l'oreille. Le majordome se précipite vers son grand-père, qui est assis. Le serviteur se penche alors et chuchote à l'oreille du patron ce qu'il vient de découvrir. L'expression de grand-père devient sérieuse et pensive. Il se lève alors et invite sa belle-fille à entrer et à se joindre à la réunion de fiançailles. La femme entre en tenant notre garçon dans ses bras. Le majordome annonce qu'une lettre scellée du deuxième jeune maître est arrivée directement de la capitale impériale. Avec un regard sérieux sur son visage, le grand-père du MC prend la correspondance. Il remet ensuite la lettre à la mère de notre protagoniste qui le tient sur ses genoux. Notre héros pense que les lettres scellées sont la façon dont les familles nobles transmettent des informations importantes. Il tend ensuite la main vers la lettre, faisant de petits bruits de bébé. Il comprend que les échelons supérieurs veulent faire un geste sur la famille Ling, mais notre petit gars s'en fiche complètement. Il se jette sur sa mère, prêt pour plus de lait. Elle le gronde, lui disant de manger plus lentement alors qu'elle le serre fort. L'aîné ignore la scène et demande à sa belle-fille son avis sur le contenu de la lettre. Elle se demande pourquoi les échelons supérieurs s'intéressent soudainement à la famille Ling, d'autant plus qu'elle est déjà sur le déclin. Le chef de famille se contente de sourire, disant qu'ils ont fait une erreur, et maintenant leurs entreprises sont mûres pour la cueillette. Il ordonne ensuite que la fête de la proposition de mariage de la famille Ling ne revienne pas. Nous voyons notre jeune homme donner son biberon à sa sœur à la tête rousse. Juste à ce moment-là, son autre sœur entre dans la pièce en appelant les deux. Surprise, le biberon s'envole, éclaboussant de lait toute la sœur aux cheveux roux. Il enfonce rapidement le biberon dans la bouche de son autre sœur. Il demande alors pourquoi elle est si excitée et lui dit de boire du lait pour se remettre. La sœur boit avec un regard satisfait sur son visage. Elle remet ensuite le biberon à son frère, disant qu'elle a vu Samson. Le protagoniste est choqué et demande où elle est. La sœur répond qu'elle est à la fête de la proposition de mariage de la famille Ling. Puis, dans un flashback, la sœur aînée, qui servait lors de l'événement, remarque que la famille Ling vient d'arriver. Elle voit leur carrosse arriver, et l'une des filles se prépare à servir. La jeune Samson est à l'intérieur du carrosse, portant une robe de servante. Le protagoniste est stupéfait lorsqu'il entend le nom de la famille Ling. Voyant la réaction de leur frère, les deux filles lui demandent ce qui ne va pas. Notre héros dit avec colère que la famille Liu va écraser la famille Ling. Il leur crie frénétiquement de trouver un moyen de faire sortir Samson de là. Il essaie de s'enfuir, mais sa mère apparaît soudainement et lui barre le chemin. Avec une expression sévère, sa mère lui demande où il croit aller encore. Sa mère le prend dans ses bras, disant qu'il ne peut pas s'enfuir parce que son grand-père a ordonné qu'on l'amène à la réunion. Sur ce, elle l'emporte tandis que ses sœurs regardent, extrêmement inquiètes. La rousse demande ce qu'elle devrait faire, et la sœur aux cheveux blancs dit qu'elles doivent d'abord élaborer un plan. À ce moment, une autre servante arrive et demande aux deux de l'aider, ainsi que le majordome, pour les préparatifs. Les deux jeunes femmes acceptent,
même si elles sont toujours sur les nerfs. Dans le hall, le grand-père remercie les familles et annonce que seules 3 jeunes femmes sont compatibles avec son petit-fils. Les 3 représentants de la famille s'inclinent, honorés par l'opportunité d'une union. L'aîné déclare que la compétence est essentielle, et la gagnante d'un test spécial épousera le garçon. Notre héros est confus, n'ayant aucune idée de ce qu'est ce test de compétence. On voit ensuite les 3 familles choisies pour le test, Yi, Nangong et la famille Ling. Le grand-père grogne que la famille Ling a envoyé la fille d'une concubine à l'événement. Avec fureur dans les yeux, il pense qu'il ne l'a permis que pour détourner leur attention. Le protagoniste devient anxieux, pensant qu'il ne peut plus compter que sur ses 2 sœurs maintenant. Il enfouit alors son visage dans sa mère, ce qui l'énerve vraiment. Elle lui crie dessus, mais notre jeune homme pense juste qu'il boit du lait pour se calmer. Le grand-père rit, lui disant de le laisser boire plus puisque son développement est inhabituel. Il ajoute que lorsque le protagoniste grandira et sera testé dans la capitale, elle en obtiendra tout le mérite. Épuisée, la mère se plaint qu'il est un petit fauteur de troubles insatiables qui ne sait que boire. Ailleurs, le majordome entre dans une pièce où le chef de famille est assis seul. Le serviteur l'informe ensuite que la fille Ling périra lors du test, et que tout leur groupe sera éliminé. Avec un regard satisfait, le chef de famille dit que le plan est tout simplement excellent. En entendant le complot sinistre, notre héros panique complètement, pensant à sa sœur, sans un. La sœur aux cheveux blancs, main white, se précipite dans le hall du manoir avec un plateau de fruits. La sœur aux cheveux roux se dépêche également, se plaignant d'être trop occupée et de ne pas pouvoir s'éclipser. Et ainsi, les 2 sœurs se précipitent dans le hall, effectuant leurs tâches. Elles se regardent ensuite, extrêmement inquiètes, se demandant ce qu'elles vont faire maintenant. La scène se déplace ensuite vers l'arène privée de la famille Liu, qui ressemble à un immense colisée. Le grand-père, la mère tenant notre jeune homme, et le majordome sont tous assis dans une loge privée, observant tout. Le majordome annonce ensuite que le test est sur le point de commencer et appelle la jeune femme de la famille Nangong. De leur siège, ils regardent la première prétendante entrer dans l'immense arène. On voit la jeune femme de la famille Nangong, dans sa robe gothique, à l'entrée de l'arène. Le grand-père du protagoniste félicite la concurrente, disant qu'elle est belle et habile au combat. Cependant, la mère de notre héros ne semble pas du tout impressionnée par l'apparence de la jeune fille. L'aîné dit que toutes les filles nobles ne grandissent pas pour devenir un prix comme elle. Elle est d'accord, ajoutant qu'une belle fille devrait être quelqu'un qui peut partager leur fardeau à l'avenir. Le majordome appelle ensuite la deuxième jeune femme, de la famille YE, à se présenter dans l'arène. À ce moment, une main se lève, et une voix répond avec enthousiasme à l'appel. Juste après, une fille blonde dans une robe claire court avec enthousiasme vers le centre de l'arène. Elle s'approche ensuite de l'autre concurrente avec un grand sourire sur son visage. Elle s'incline devant la famille et se présente officiellement comme Yi Xuanchuan. Voyant cela, la mère du protagoniste remarque que la jeune femme sait certainement comment jouer le jeu pour gagner la faveur. Le majordome annonce ensuite la 3e fille de la famille Ling, nommée Ling Piao Piao. Une fille aux cheveux courts et aux vêtements simples commence à marcher vers l'arène. Elle entre calmement dans la zone, ayant l'air très différente des 2 autres concurrentes. Sur ce, les 3 prétendantes sont enfin réunies dans la grande arène de combat. Le grand-père et la mère de notre héros regardent les 3 filles avec des expressions sérieuses. Notre héros se demande si c'est la personne avec qui Sansan était et comment elle a fini ici. Dans l'arène, les 3 jeunes femmes se font face, prêtes à commencer le test de compétence. La fille aux cheveux courts attire ensuite l'attention des 2 autres avec un simple « E ». En réponse, la blonde la pointe du doigt avec colère, lui demandant si c'est une façon pour une dame noble d'agir.